C'était la famille parfaite, mais leur bonheur reposait sur un secret dévastateur. Le père pose une simple question, ne se doutant pas que leur monde est sur le point d'imploser. Il dit que tout ce qu'il veut, ce sont ses parents, mais il est sur le point de se demander s'ils sont bien ses parents. Ils partagent un rire, un dernier moment de paix avant qu'une simple photographie ne fasse tout voler en éclats, puis la mère la trouve. La seule photo qui n'aurait jamais dû être vue. Ce n'est qu'une photo de bébé, alors pourquoi son mari et son fils la regardent-ils comme s'ils avaient vu un fantôme? Le garçon est abasourdi, non pas à cause de la photo, mais parce qu'il ne reconnaît absolument pas le bébé. Le père essaie de jouer le jeu, mais le regard confus du gamin lui indique que le mensonge s'effondre. Ses parents insistent avec un faux souvenir, mais l'instinct du garçon lui hurle que quelque chose ne va pas. Il tombe au sol, tenant la photo d'un inconnu, réalisant que toute son enfance n'est qu'un mensonge. La mère lui assène le coup de grâce psychologique, un doux sourire plus froid que la glace. Il ne dit pas un mot car son esprit s'emballe, cherchant une faille dans son histoire parfaite. Serrant la photo, il pose la seule question qui pourrait faire s'effondrer tout leur monde. Et d'un coup, son soupçon se transforme en chagrin. Il veut juste récupérer les souvenirs qu'on lui a volés. Puis elle passe à l'action, un contact doux qui ressemble plus à un propriétaire revendiquant son bien. Et là, elle dit la chose la plus folle qui soit. Ce sera lui qui se souviendra désormais, car elle pourrait oublier. Soudain, elle parle de lui, se souvenant d'elle à travers des photos, presque comme si elle savait qu'elle ne serait pas là pour toujours. Il fait une promesse, scellant un pacte avec une femme dont les véritables intentions sont un mystère complet. Le père tente de détendre l'atmosphère, mais la blague de la mère sur le fait de l'oublier semble bien trop proche de la vérité. Et d'un coup, nous voilà ramenés à une journée ensoleillée parfaite, le jour où tout ce plan tordu a commencé. Nous revoilà dans ce voyage en famille parfait, mais son sourire cache la vraie raison de leur présence. Elle dit qu'ils doivent faire mieux pour lui, mais son idée du mieux est sur le point de tout détruire. Le père essaie de la réconforter, totalement inconscient du plan terrifiant qui se forme dans son esprit. Leurs mains se serrent, non pas dans un moment d'amour, mais dans un pacte silencieux pour exécuter leur secret. Elle s'appuie sur lui pour du soutien, mais ne vous y trompez pas, c'est elle qui contrôle. Le garçon court vers eux, un pion heureux et innocent dans un jeu dont il ignore même l'existence. Il lui offre un simple cadeau, un moment d'amour pur juste avant que les ténèbres ne prennent le dessus. Son sourire semble sincère, mais c'est la dernière fois qu'elle le regardera sans le poids de leurs mensonges. Il est si satisfait, le visage d'un garçon qui a une foi absolue en les personnes qui s'apprêtent à le trahir, et puis il demande une photo, créant sans le savoir la preuve même qui un jour révélera tout. Un inconnu prend la photo, capturant la famille parfaite et scellant le mensonge parfait. Clic. L'instant est figé dans le temps. Une famille heureuse, une belle journée et un secret qui va s'envenimer pendant des années. Et cette même photo devient la pierre angulaire de leur nouvelle vie fabriquée. De retour au présent, elle brandit la photo comme un trophée, la qualifiant de super souvenir qu'ils viennent de se créer. Elle pose la nouvelle photo, remplaçant un mensonge par un autre, essayant d'enterrer le passé pour de bon, et d'un coup, la voilà qui rejoue la mère parfaite, comme si elle ne venait pas de briser toute la réalité de son fils. Mais il n'a pas fini. Il revient armé de sa propre photo, un souvenir qu'elle ne peut nier. Il montre les coquillages, un vrai cadeau d'un vrai souvenir, la suppliant de reconnaître la vérité. Mais au lieu de réconfort, elle lui offre ce sourire terrifiant et lui demande s'il se souvient vraiment de tout. Et le pauvre gamin mord à l'hameçon, promettant d'être le gardien de leur mémoire, sans savoir qu'il vient d'activer son piège. Elle lui fait un sourire qui veut dire « Tu es tombé droit dans mon piège, gamin ». Il essaie juste de s'accrocher au bon moment, à la famille qu'il croyait réelle. Mais pendant qu'il est perdu dans ses souvenirs, elle est occupée à transformer la cuisine en bombe à retardement. Tout ce qu'il voulait, c'était se souvenir des rires, de l'amour, de la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Clic. Un simple tour de bouton suffit à préparer le terrain pour l'acte final. Il supplie l'univers de lui accorder un peu plus de temps, sans savoir qu'il n'en a déjà plus. Soudain, la pièce s'embrase et son visage choqué ne trompe personne. Tout ce qu'il a toujours voulu, c'était une famille, un foyer, une vérité à laquelle il pourrait enfin croire. Il regarde le feu tout consumer et réalise que c'était son plan depuis le début. Car la seule chose dont il se souviendra désormais, c'est le jour où sa mère a essayé de l'effacer pour de bon. La cuisine explose, une fin flamboyante pour une famille bâtie sur des mensonges. Il se réveille dans un lit d'hôpital, mais le texte révèle un secret glaçant. C'est sa 7e chute. Et maintenant, des années plus tard, nous rencontrons l'homme qui l'a tiré des flammes. Le passé frappe à la porte quand un détective réunit la victime, un témoin et un homme en combinaison de prisonniers. Le détective veut des réponses, demandant au vieil homme qui a sauvé le garçon de tout lui raconter.
Et d'un seul mot, le vieil homme accepte, prêt à dénouer le crime parfait de la mère. Son souvenir nous ramène non pas à l'incendie, mais au calme étrange avant la tempête. Il se souvient d'avoir vu le garçon bien heureux et ignorant, demandant simplement à ses parents ce qu'il mangeait pour dîner. De sa fenêtre, il a vu la promesse aimante de la mère, une dernière performance pour son fils qui ne se doutait de rien. Il trouvait le garçon mignon, n'imaginant jamais qu'il était témoin des derniers instants avant qu'un monstre ne montre son vrai visage. Puis le garçon le remarque, un étranger qui observe depuis la fenêtre. Et que fait le gamin? Il fait au vieil homme la plus respectueuse des salutations qu'il ait jamais vues. Le vieil homme est sidéré. Pourquoi ce gamin est-il si formel avec un parfait inconnu? Alors il fait ce que n'importe quel voisin ferait et lui rend un signe de la main amical. Et il reçoit ce sourire parfait et innocent en retour, un moment de gentillesse avant le chaos. C'est alors qu'il entend sa voix l'appeler par son nom, un nom qu'il n'oublierait jamais. Le garçon s'enfuit, impatient de retrouver la famille qui s'apprête à le trahir. Il s'est dit, quelle belle famille, complètement inconscient de l'obscurité derrière leurs portes. Il les appelle les temps heureux, mais son visage raconte une autre histoire, l'histoire d'un homme qui aurait aimé en faire plus. Car alors que le soleil se couchait sur cette soirée tranquille, un cauchemar ne faisait que commencer. La nuit est calme, mais à l'intérieur de cet immeuble, une mèche vient d'être allumée. Il ne peut se défaire du souvenir du sourire de ce gamin, une intuition lui disant que quelque chose ne va pas. Il l'ignore, pensant qu'il n'est qu'un vieil homme devenant sentimental. Il se retourne pour partir, ignorant complètement qu'il est sur le point de devenir le seul témoin d'un crime parfait. Et puis le monde explose, brisant la nuit d'un son qu'il n'oubliera jamais. Il est projeté en arrière par l'explosion. Ses oreilles bourdonnant des cris de ses voisins, ses yeux se fixent sur la source de l'enfer, la maison de ce gentil petit garçon poli. L'appel au 911 le confirme. Immeuble 101, 2e étage. L'étage du garçon. Le mot explosé résonne dans son esprit, et soudain le doux sourire de la mère ne semble plus si doux. Sa main se serre en un point, car il ne va pas rester là à regarder. Il va y aller. Il fait un choix. Il n'est plus un témoin, il est un sauveteur. Tout le quartier ne peut que regarder avec horreur, réalisant exactement quelle vie est en jeu. Mais tandis qu'il reste là, figé, ce vieil homme devient un éclair de pure détermination. Il crine que c'est dangereux, mais il est déjà sourd à tout sauf à sa mission. Il atteint l'appartement pour découvrir que l'entrée est maintenant un véritable mur de feu. Alors il se crée sa propre porte, se frayant un chemin à travers l'enfer avec tout ce qu'il a. Il est à l'intérieur, avalé par un feu si intense que c'est un miracle qu'il soit encore debout. La force pure des flammes l'arrête presque net, c'est une mission suicide. Et puis, à travers la fumée, ses yeux se posent sur quelque chose qui n'est pas censé être là. Car dans le reflet de son œil, il y a le garçon et l'ombre glaçante de sa mère se tenant juste au-dessus de lui. Il ne s'est pas contenté de la voir. Il a crié au garçon de courir, un avertissement désespéré arrivé une seconde trop tard. Dehors, l'équipe de secours officielle arrive enfin. Ignorant complètement qu'un civil les a déjà devancés, le capitaine des pompiers se prépare à mener son équipe dans l'enfer, prêt pour une mission de sauvetage de Manuel. Mais un cri frénétique le stoppe net. Le vrai danger n'est pas dans le bâtiment, il est au-dessus. Il lève les yeux, confus, car rien n'est censé sortir d'une explosion au 2e étage. Et puis une boule de feu humaine tombe du ciel. C'est le vieil homme utilisant son propre corps pour protéger le garçon. Le capitaine est figé d'incrédulité, car absolument rien dans sa formation ne l'a préparé à cela. Il prend une décision en une fraction de seconde, devenant un tapis d'atterrissage humain pour rattraper le héros tombant et le gamin qui l'a sauvé. Ils sont en sécurité, mais le vieil homme a encaissé toute la force de la chute, un sacrifice qui a failli tout lui coûter. Et alors que le capitaine regarde l'homme qu'il vient de rattraper, il sait que ce n'était pas un accident, il vient d'atterrir au milieu d'une scène de crime. Le capitaine rugit, ramenant son équipe à la réalité. C'est un sauvetage, pas un spectacle. Il aboie les ordres, amenez les 2 survivants à l'hôpital, le reste d'entre vous fonce droit dans cet enfer. Tandis que l'ambulance s'éloigne en hurlant, l'incendie fait rage, un bûcher funéraire pour les secrets d'une famille. Et quand la nuit est enfin terminée, il ne reste plus qu'une carcasse noircie là où se trouvait une maison. Les héros qui ont combattu les flammes sont laissés complètement brisés, hantés par un enfer qu'ils n'ont pas pu vaincre. Puis vient le rapport qui brise ce qui reste de la nuit. Tous morts, je suis désolé. Le capitaine essaie de tenir le coup pour son équipe, mais même lui ne peut cacher le poids écrasant de la perte. Parce qu'à ce moment-là, il comprend la sinistre arithmétique de la nuit. La seule âme à être sortie vivante de cet appartement était le garçon que le vieil homme a sauvé. Et de retour au présent, le détective note tout, réalisant que ce témoignage vient de faire exploser l'affaire.
Le détective essaie d'obtenir une déclaration du seul autre témoin, mais le gamin est trop traumatisé pour parler. Il secoue la tête. Sa mémoire effacée, le crime parfait de la mère tient toujours. Avec le témoignage du vieil homme enregistré, le détective est à court de pistes, mais le capitaine des pompiers, le type qui les a rattrapés, n'est pas encore prêt à abandonner. Il se souvient de quelque chose qui l'a sauvé de l'enfer, une dernière pièce du puzzle. Il retourne vers le garçon, sur le point de lui remettre la clé de son propre passé. Il glisse la photographie calcinée dans la main du garçon, la photo même qui a tout déclenché. Une seule photo, la seule chose à avoir survécu à l'incendie, repose maintenant entre les mains du seul survivant. Les officiels s'éloignent, ignorant complètement qu'ils viennent d'armer la victime de la seule arme capable de révéler la vérité. Et d'un coup, une fissure apparaît dans l'amnésie, un souvenir de vacances d'été qui furent tout sauf parfaites, et alors que le souvenir revient, le détective et le capitaine des pompiers réalisent qu'ils n'entendent pas seulement une histoire, ils assistent à une confession. Il se souvient des coquillages, le seul vrai cadeau qu'il lui est fait, la seule vérité dans une montagne de mensonges. Il pleure, non pas pour l'incendie, mais pour la promesse qu'il a faite. Se souvenir de tout pour une famille qui n'a jamais été réelle. Et avec cela, le dernier bon souvenir part en fumée, ne laissant que des cendres. L'histoire se termine, et 4 silhouettes silencieuses restent dans une pièce hantée par le fantôme d'une femme qui a gagné. Mais l'histoire n'est pas finie. Nous retournons à l'hôpital pour un dernier rebondissement dévastateur. C'est le jour où l'on retire les bandages, le jour où il est censé revoir le monde. Le médecin demande s'il peut voir, une question de routine, avec une réponse qui brise l'âme. Car du point de vue du garçon, le monde a été complètement effacé. Le feu n'a pas seulement volé sa famille et son passé, il a volé sa vue, le laissant aveugle dans un monde de ses propres souvenirs sombres. Le médecin essaie de le calmer, mais le gamin panique parce que le monde qu'il connaissait a tout simplement disparu. Il est seul, il a des cicatrices, et maintenant il est piégé dans une obscurité plus terrifiante que le feu. Le médecin demande un signe, n'importe quelle lueur d'espoir que sa vue ne soit pas complètement perdue. Et juste au moment où l'on pense que c'est fini, il réalise qu'il peut voir quelque chose. À travers le flou, une seule forme devient nette, une ombre tapie au pied de son lit, mais il regarde le médecin droit dans les yeux et ment. Parce que ce qu'il voit n'est pas quelque chose que l'on raconte aux gens, car la seule chose qu'il peut voir, c'est un monstre né de son traumatisme, et il lui dit de garder son secret. Et ainsi commence sa nouvelle vie, troquant une prison pour une autre. Les années passent, et nous revoyons le garçon, partageant un couloir silencieux avec le héros qui lui a sauvé la vie. Mais un rapide coup d'œil dans le miroir montre la vérité. Il est toujours ce même gamin solitaire, piégé dans une pièce avec ses fantômes. Le héros demande ce qui attend le gamin, et le médecin lui livre la plus froide des réalités. C'est un orphelin sans nulle part où aller. Il regarde le garçon qui l'a sauvé, maintenant complètement seul, et on peut voir les rouages tourner dans sa tête. Cette histoire n'est pas terminée. Mais le gamin n'est pas vraiment seul dans cette pièce, n'est-ce pas? Il affronte enfin l'ombre, et ses premiers mots ne sont pas un cri, mais une simple question. La créature se contente de le fixer, un fantôme silencieux dans une pièce qui en est pleine, et puis, au lieu d'une réponse, elle fonce droit sur lui, mais elle n'attaque pas. Elle le serre dans ses bras, une étreinte désespérée de la seule chose qu'il pensait devoir craindre. Il est complètement sidéré, car ce petit monstre lui montre plus d'affection que sa propre mère ne l'a jamais fait. Son choc laisse place à une soudaine et déchirante prise de conscience, parce que quand on a tout perdu, on apprend à s'accrocher à ce qui reste. Même si c'est l'obscurité elle-même, le vieil homme entre, et d'un coup, le seul ami du garçon s'évanouit dans les airs. Le gamin reste là, le regard vide, essayant de savoir s'il vient d'imaginer toute la scène. Il ment, car la première règle quand on voit des monstres, c'est qu'on ne parle pas de voir des monstres. Le héros lui tend la main, ignorant complètement que les problèmes du gamin dépassent de loin ses compétences, et le garçon lui assène la réplique la plus tragique qui soit, souhaitant le bonheur aux parents qui ont essayé de l'effacer. Le vieil homme gobe tout, hameçon, ligne et plomb, louant le gamin pour une force qu'il ne ressent pas vraiment. Il lui donne une tape réconfortante, un simple geste qui semble plus réel que n'importe quelle étreinte de sa mère. Le vieil homme se dit bon juge de caractère, ce qui est la chose la plus drôle que ce gamin ait entendue de la journée. Il laisse le garçon avec un sourire, confiant de laisser un survivant, pas une bombe à retardement de traumatisme. Mais dès que le vieil homme se retourne, le monde du garçon se dissout car ses yeux ne peuvent pas du tout voir l'homme qui l'a sauvé. Il est peut-être aveugle, mais il y a un visage que sa mémoire ne le laissera pas oublier. Il appelle le vieil homme « grand-père », et d'un coup, un gamin brisé commence à se construire une nouvelle famille. Le vieil homme ne le corrige pas, car il sait que ce n'est pas de la charité, c'est le destin.
C'est le jour de la sortie, et alors qu'ils se séparent, on réalise que le vieil homme ne l'a pas adopté. Il lui a trouvé un nouveau foyer. Il affiche un sourire qui pourrait vous briser le cœur, une promesse d'être fort pour l'homme qui l'a sauvé. Il part avec son nouveau tuteur, mais ce sourire sur son visage donne l'impression qu'il cache quelque chose de gros. La solitude a disparu, mais un regard dans ses yeux vous dit que quelque chose d'autre a pris sa place. Et le voilà, son petit monstre de l'ombre est prêt à partir, car le traumatisme est le seul ami qui ne vous quitte jamais. Il a nommé son démon personnel Kakamjang, et ils font déjà des plans pour l'avenir. Son nouveau père pense juste qu'il se parle à lui-même, ignorant complètement que son fils adoptif est venu avec un passager clandestin. Il arrive à l'orphelinat des fleurs de printemps, un endroit qui semble charmant mais qui est sur le point de devenir son enfer personnel. Il est prêt à se faire de nouveaux amis, pensant que le pire est derrière lui, mais il va apprendre que les cicatrices durent plus longtemps que les incendies. Il fait bonne figure, se présentant avec un sourire que les autres enfants s'apprêtent à effacer. Pendant une fraction de seconde, il se sent invincible, comme un gamin normal qui commence un nouveau chapitre. Et puis il voit leur visage et réalise que ses nouveaux amis ne voient pas un survivant, ils voient un monstre. Car aux yeux du monde, le feu ne lui a pas seulement pris la vue, il l'a marqué à jamais. Les adultes peuvent en aller gronder autant qu'ils veulent, mais le verdict est tombé. Il est le monstre de l'orphelinat des fleurs de printemps. Il n'a pas seulement perdu une famille, il a été rejeté par sa nouvelle avant même d'avoir pu dire bonjour. Même dans la salle de bain, il n'y a pas d'échappatoire, sa simple présence fait fuir les autres enfants. Et d'un coup, le garçon qui a survécu à l'incendie est écrasé par un seul mot cruel. Il s'agrippe au lavabo, essayant de contenir sa rage, mais le mot « monstre » résonne partout. Et puis il craque, criant la seule chose que le monde et lui-même ont besoin de croire. Mais dans la logique tordue des harceleurs, sa douleur est juste la preuve qu'il est le méchant. Ils exigent des excuses, et il réalise qu'il ne se bat pas seulement contre des enfants. Il se bat contre leur reflet de lui-même, et avec un dernier ordre haineux, il le chasse, le laissant totalement seul dans sa nouvelle maison. Mais quelque chose en lui refuse de se briser. Un seul mot de défi contre le monde entier. Il essaie littéralement de se convaincre qu'il n'est pas un monstre, une bataille qu'il doit mener complètement seul. Il se ressaisit, sortant de cette salle de bain avec un regard qui dit que cette guerre est loin d'être terminée. Mais dès qu'il essaie de trouver une place, il est à nouveau rejeté. L'orphelinat tout entier s'est déjà retourné contre lui. Chaque pas qu'il fait est un autre pas vers l'isolement. Mais ce gamin est sur le point de trouver une nouvelle façon de se battre. Il a été banni, laissé avec rien d'autre que le son de sa propre défaite. Alors il trouve un coin, un espace oublié pour un gamin oublié, tandis que le reste du monde continue sans lui. Et dans son moment le plus sombre, il serre la photo de ses assassins et murmure à quel point il lui manque. Mais ensuite il lève les yeux, car il est sur le point de révéler le seul secret qu'il a fait tenir. Il s'avère que lorsque le monde vous rejette, vos démons personnels sont les premiers à prendre de vos nouvelles. Et dans un monde plein de monstres, ce petit gars est le seul qui ressemble à une famille. Il est aveugle, parle à une ombre et lit des contes de fées sur des fins heureuses qu'il n'aura jamais. Pour les autres enfants, ce n'est pas un survivant, c'est le gamin aveugle et fou qui rit dans son coin, et c'est encore plus effrayant, alors il les ignore. Se concentrant sur sa nouvelle vie avec son seul et unique ami, apprenant à écrire un avenir que personne d'autre ne peut voir, il est si perdu dans son propre monde qu'il ne réalise pas que les autres enfants ne font plus que regarder. Il s'habitue aux monstres parmi eux, il ne se contente pas de subir leurs abus, il écrit tout, transformant leur haine en son propre journal de la rancœur. Mais son petit copain de l'ombre ne trouve rien de tout cela drôle. Les autres enfants s'amusent comme des fous, car quoi de plus drôle que de tourmenter le nouveau? Et le petit œil amical de Kakamjang commence à paraître beaucoup moins amical. Ce ne sont pas seulement des harceleurs, ce sont un public. Et notre garçon est leur attraction principale. Son ombre reste silencieuse, mais on peut sentir la rage monter dans cette petite boule de ténèbres. Il lève enfin les yeux, sentant le changement dans la pièce, et demande ce qui ne va pas. C'est alors qu'il réalise que son bien le plus précieux, la photo de ses parents, a disparu de son bureau. Et avant même qu'il puisse réagir, l'un des harceleurs arrache le pied de son bureau. Il s'écrase au sol, la chute parfaite de leur cruelle petite blague. Le rire de la foule est assourdissant, mais tout ce qu'il entend, c'est le son de son monde qui touche le fond. Il ne se contente pas de casser son bureau. Il déchire le dernier morceau du mensonge auquel il s'accrochait désespérément, et avec leurs mots résonnant dans sa tête, il commence à se poser la seule question que sa mère a toujours voulu qu'il se pose. Est-il un survivant? Ou est-il le monstre que tout le monde voit en le regardant? Et dans l'obscurité de son propre esprit, il commence enfin à les croire. Mais juste au moment où il est sur le point d'abandonner, une voix familière perce le désespoir.
Son petit monstre de l'ombre fait une promesse, offrant la seule chose que personne d'autre ne lui offrira, de l'aide. Alors que l'obscurité l'enveloppe, cela ne ressemble pas à une attaque, cela ressemble à une mise à niveau, car le garçon qui était autrefois aveugle au monde a soudainement une toute nouvelle perspective. Et il fait un vœu, non pas en tant que victime, mais en tant que quelque chose de tout à fait différent. Et son petit ami de l'ombre fait une promesse qui ressemble moins à « je vais t'aider » qu'à « je vais les effacer tous un par un pour toi ». Le garçon qui était une victime a disparu, remplacé par un gamin aux yeux verts brillants et avec un monstre dans son dos. Les harceleurs continuent de rire, ignorant complètement qu'ils sont sur le point d'être les vedettes de leur propre film d'horreur. Ils lèvent les yeux et les rires s'éteignent, car ce n'est pas le visage d'un gamin qui pleure. Soudain, ils ne sont plus si durs, demandant comment un gamin aveugle peut les regarder droit dans l'âme. Parce qu'ils ne se contentent pas de les regarder, ils sourient, et c'est le dernier sourire qu'ils voudront jamais voir. Il se lève, faisant craquer ses doigts, comme s'il s'échauffait pour le plat de résistance. Puis il baisse les yeux, car quelque chose essaie littéralement de s'extraire de sa poitrine, et son petit copain de l'ombre jaillit de lui, prêt à se joindre à la fête. Mais au lieu de déchaîner l'enfer, Kakamjang crache juste quelque chose, laissant notre garçon complètement perplexe. Il est prêt pour sa vengeance, mais son petit copain de l'ombre lui fait la tête. En fait, son propre monstre le supplie d'arrêter, car cette montée en puissance est un désastre complet. Le pouvoir qu'il vient de débloquer n'est pas pour combattre les harceleurs. Il le déchire de l'intérieur. Les harceleurs arrêtent de rire très vite, car la victime qu'ils raillaient est maintenant véritablement terrifiante. Et juste au moment où les choses deviennent bizarres, l'enseignante débarque en trombe et les harceleurs réalisent qu'ils viennent de s'en prendre au mauvais orphelin. Elle l'éloigne du chaos, ignorant complètement que la véritable explosion vient de se produire à l'intérieur de lui. Bien sûr, sa première journée se termine par une visite à l'endroit où aucun enfant ne veut jamais aller. Elle lui demande s'il était blessé, mais il ne peut pas répondre car il essaie de comprendre ce qui vient d'arriver à son propre corps. Et puis il se touche le visage et réalise que l'impossible vient de se produire. Il reste complètement silencieux, car le secret qu'il vient de découvrir est sur le point de tout changer. Il se réveille dans une pièce étrange, l'esprit totalement vide après cette surtension de pouvoir. L'enseignante prétend l'avoir amené ici, mais la sueur sur son front dit qu'elle cache quelque chose. Elle demande si les harceleurs l'ont blessé, mais il sait que ce n'est pas par sollicitude, c'est pour obtenir une version des faits. Elle essaie de jouer la figure d'autorité douce, mais il ne tombe pas dans le panneau cette fois. Et d'un coup, il retire sa main, une déclaration de guerre silencieuse. Il lui dit de laisser tomber la comédie, car il en a assez de faire semblant de ne pas voir clair dans son jeu. Puis il la frappe avec ça. Je sais tout. Et on peut voir la panique dans ses yeux. Car même s'il est aveugle, il les a entendus, les enseignants chuchoter qu'il est un problème qui doit disparaître. Chaque faux sourire, chaque « tu as si bien fait », il peut maintenant sentir le mensonge derrière tout ça. Alors, quand elle tend la main avec ce même faux réconfort, il n'est plus juste un gamin. Il est un témoin de leur hypocrisie. Sa main se fige, car ce gamin vient de passer de victime à menace en 0 seconde. Elle est sans voix, réalisant que le gamin aveugle qu'elle s'apprêtait à gérer a vu clair en elle. Mais ce n'est pas une question de vue, c'est une question d'ouïe. Et il a entendu tous les mensonges que cet orphelinat a à offrir. Elle bat en retraite tactique, essayant de prétendre qu'elle est toujours en charge, mais tout le monde sait que le pouvoir vient de changer de camp. Et d'un coup, l'orphelinat tout entier lui tourne le dos, le laissant complètement et absolument seul. Nous faisons un saut dans le temps, jusqu'à un cimetière solitaire où le plus grand mensonge de l'histoire est enterré. Le vieil homme qui l'a sauvé fait un rapport d'étape aux parents mêmes qui ont essayé de le tuer. Il s'agenouille devant leur tombe, un héros pleurant des méchants. Complètement ignorant de la vérité enterrée à 2 mètres sous terre, il voit sa propre douleur se refléter dans l'histoire du garçon, forgeant un lien avec un gamin qu'il connaît à peine, et debout dans ce cimetière, il fait la promesse silencieuse de faire plus que simplement sauver le garçon, il va sauver son avenir. Et juste au moment où il fait ce vœu, une cloche sonne, annonçant l'arrivée de la seule personne qui croit encore en lui. La directrice de l'orphelinat lève les yeux et son visage dit tout, ce n'est pas une visite de bienvenue. C'est le haut de quelqu'un qui sait qu'on va lui demander des comptes sur ses absurdités. Elle essaie de rester cool, mais cette goutte de sueur vous dit qu'elle est terrifiée par ce qu'il est venu chercher. Et voilà que le héros lui-même entre, armé d'un sourire et de tout un tas de paperasses. Il ne fait pas que visiter, il est là pour déplacer des montagnes. Et ce dossier est la première pelle, il va droit au but, posant la seule question qu'elle espérait éviter. Et puis il le voit, pas en train de jouer, pas en train de rire, juste blotti dans un coin comme un bagage oublié.
Voilà ce que le monde a fait de lui, transformant un survivant en un fantôme se cachant dans sa propre maison. Mais ensuite, il entend une voix familière, et pour la première fois depuis longtemps, il y a une lueur de quelque chose qui n'est pas du désespoir. Pendant qu'il est piégé dans sa propre tête, son seul ami veut juste jouer. Mais il n'a pas le temps pour les jeux, car le son de la voix de son héros vient de le sortir de sa torpeur, et au lieu de retrouvailles heureuses, il accueille l'homme qui l'a sauvé avec un cri de pur rejet. Le vieil homme est complètement pris au dépourvu, et le gamin a l'air de ne pas croire lui-même à ce qu'il vient de dire. Il se rétracte immédiatement, s'excusant auprès du seul grand-père qui lui reste. Mais le vieil homme voit clair dans sa colère, posant la seule question à laquelle le garçon ne veut pas répondre. Il ment, essayant d'effacer la preuve que cet endroit l'a finalement brisé. Le héros essaye de lui dire que c'est normal d'être vulnérable, d'être juste un gamin pour une fois. Mais il réplique, car après tout ce qu'il a traversé, enfant est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Puis il retourne la situation, demandant pourquoi ce héros continue de se montrer. Une question qui ressemble plus à une accusation, et le héros lâche une bombe, exposant tout son plan sur la table. Le gamin est complètement sidéré, car personne n'a jamais voulu de lui auparavant. Alors il fait la seule chose qu'il sait faire, il repousse l'aide, insistant sur le fait qu'il va bien. Il ment et dit qu'il aime être ici, alors que les voix qui le traitent de monstre sont sa seule compagnie. Mais le vieil homme ne le croit pas, tendant la main avec une gentillesse qui semble totalement étrangère. Puis il dit la seule chose que le garçon avait besoin d'entendre. Ses cicatrices ne font pas de lui un monstre, elles le rendent spécial. Il ne le réconforte pas seulement, il lui dit que son traumatisme lui a donné un super pouvoir, et il dénonce les harceleurs pour ce qu'ils sont, des gens faibles, terrifiés par quiconque est différent. Il le supplie de ne pas laisser leur haine devenir la voix dans sa propre tête. Parce qu'il ne s'agit pas de pitié, il s'agit de donner à un gamin qui a tout perdu une chance de se trouver enfin, et il lui offre la seule chose qu'il n'a jamais eue, un choix. Mais la réaction du gamin n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Il ne dit pas un mot, il s'agrippe simplement, un oui silencieux qui dit tout, parce que pour la première fois, il ne repousse pas la gentillesse, il s'y accroche de toutes ses forces. Et d'un coup, le barrage cède, et chaque once de douleur qu'il cachait se déverse enfin. Le vieil homme regarde simplement, le cœur brisé pour un gamin qui a été forcé d'être fort pendant bien trop longtemps. Il a enfin trouvé quelqu'un qui voit sa douleur, et c'est le seul homme qui a été là depuis le début. Et avec cela, un simple morceau de papier promet de transformer un héros en père. La directrice remet les papiers, mais son visage dit que ce n'est pas une fin heureuse, c'est une formalité. Et puis elle lui sort les petits caractères, le seul obstacle bureaucratique qui pourrait déchirer cette nouvelle famille avant même qu'elle ne commence. Elle ne le félicite pas, elle lui rappelle à quel point cela a été une corvée. Et voilà, l'affaire est conclue. Mais sa mention des visites familiales sonne moins comme une promesse que comme une menace. Mais le héros s'en fiche, il vient de gagner la seule bataille qui ait jamais compté. Elle lui fait un sourire purement procédural, prétendant que sa sincérité les a convaincus, mais nous connaissons la vérité. Et d'un coup, ils sont officiellement une famille, un gamin brisé et le vieil homme qui a refusé de l'abandonner. Il sort de cet orphelinat, laissant les chuchotements et les harceleurs dans la poussière pour de bon. Et pour la première fois depuis que son monde a brûlé, il apprend à faire confiance à nouveau. Parce que ce n'est pas seulement l'homme qui l'a sauvé, c'est son grand-père, celui qui l'a sauvé 2 fois. Il essaie de jouer les durs, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de soulagement. Et ce jour-là, il fait une promesse, un vœu qui définira le reste de sa vie. Il se fait la promesse de tout surmonter. Mais son premier jour dans une nouvelle école prouve que certains monstres ne sont que des enfants dans une cour de récréation. Il les accueille avec un sourire, déterminés à tout recommencer, même s'ils ont déjà pris leur décision. Parce que cette fois, il ne laissera pas leur chuchotement le briser. Il se plonge dans ses études, trouvant un nouveau monde dans les pages qu'il ne peut pas voir. Et de plus, il a un tuteur personnel que personne d'autre ne connaît. Bien sûr, les harceleurs sont toujours là, le traitant de monstre parce qu'il se parle à lui-même. Mais il a appris une nouvelle astuce. La meilleure façon de vaincre un harceleur, c'est d'être ennuyeux. Parce qu'il est alimenté par la seule chose qu'ils n'ont pas, une famille qui se soucie vraiment de lui, et un démon personnel qui est un coach plus dur que n'importe quel professeur qu'il ait jamais eu. Il n'étudie pas seulement, il construit un avenir entier avec des manuels et un lecteur CD. Il écrit sa propre réalité, transformant chaque page en une promesse à lui-même. Je ne craquerai pas. Et d'un coup, les années passent, et le petit garçon effrayé est remplacé par un homme qui porte ses cicatrices comme un insigne d'honneur. Bien sûr, son démon personnel de traumatisme est toujours son partenaire d'études numéro 1, et il nécessite des grignotages constants. Il essaie de conquérir les maths,
mais son petit ami de l'ombre est plus intéressé par la conquête d'un paquet de chips. Et c'est ainsi qu'un gamin aveugle réussit ses examens. Son démon personnel lui lit littéralement les questions. Sauf que son petit assistant est un vrai troll, sautant le problème et criant juste la réponse. Le monstre essaie de le réconforter, mais notre garçon en a juste marre, prouvant que même vos démons intérieurs peuvent être agaçants. Alors qu'il rentre chez eux, sa petite ombre lui sert de guide, un moment de pure collaboration dans un monde qui est toujours contre eux, mais juste au moment où il pense avoir trouvé la paix, il tombe droit dans le collimateur de son prochain gros problème. Et d'un coup, le prédateur en chef de l'école repère son prochain repas. Il affiche un sourire qui annonce que la journée de quelqu'un va être gâchée. Il rassemble sa bande, car les harceleurs ne chassent jamais seuls. Et son idée de l'amusement est sur le point de renvoyer notre garçon directement à l'hôpital. Pendant ce temps, notre héros essaie juste de rentrer chez lui, ignorant complètement qu'il marche dans une embuscade. Son ami veut juste jouer à des jeux, ignorant qu'ils sont sur le point d'être les personnages principaux de l'histoire de quelqu'un d'autre. Il s'inquiète de gagner un jeu vidéo, ne réalisant pas qu'ils sont sur le point de se battre pour leur vie. Il continue de marcher, un pas de plus vers une confrontation qu'il ne voit pas venir, et puis ses instincts lui hurlent de s'arrêter, un sixième sens qui se déclenche juste à temps. Parce que son démon personnel vient de devenir son garde du corps personnel, et il hurle que le piège a été tendu. Son démon personnel l'emmène par un raccourci, mais l'instinct de notre garçon lui hurle que c'est un aller simple vers les ennuis. Il est littéralement conduit dans une impasse, faisant confiance à la seule créature que personne d'autre ne peut voir. Le monstre lui dit de passer par-dessus un seuil de porte, et on peut sentir le piège sur le point de se refermer. Mais au lieu d'une embuscade, sa petite ombre vibre pratiquement d'excitation pour ce qui se trouve à l'intérieur. Il tend la main, complètement confus, car le piège auquel il s'attendait ressemble étrangement à un paquet de chips. Il s'avère que son démon personnel ne l'a pas conduit à sa perte, il l'a conduit à une supérette. Mais notre garçon essaie d'économiser de l'argent, et son démon de traumatisme est en pleine crise. Et d'un coup, son garde du corps surnaturel se met en grève, piquant une crise en plein milieu du magasin. Il pousse un soupir de pure défaite, car on ne peut pas gagner une dispute avec son propre démon intérieur. Et avec un sac de snacks en poche, son petit monstre passe de garde du corps terrifiant à un gremlin heureux et motivé par la nourriture. Il essaie d'être un propriétaire d'animal responsable, mais son démon personnel n'a qu'une idée en tête, les snacks. Il dicte sa loi, ignorant complètement qu'il vient de les entraîner tous les deux dans une impasse vers le désastre. Son sens du danger hurle, mais c'est une seconde trop tard. Et d'un coup, l'embuscade qu'il a évitée plus tôt revient pour encaisser. Il l'assaille, une meute de hyènes qui vient de trouver son jouet préféré, et tout ce qu'il peut entendre par-dessus la bagarre, c'est le son de leur plaisir à sa misère. Il est jeté de côté comme un déchet, laissé dans une ruelle qui sent aussi mauvais que la situation. Mais la partie la plus déchirante, il n'est même pas surpris, il a déjà vécu ce cauchemar exact. Il pense savoir comment cette histoire se termine, mais il est sur le point de découvrir que l'épisode d'aujourd'hui est différent. Parce que cette fois, ils n'essayent pas seulement de lui faire peur, ils essaient de le briser pour de bon. Il se dit de juste endurer, que ce n'est qu'un mardi de plus dans la vie d'un survivant. Il essaie de tenir bon, mais les insultes continuent de pleuvoir, chacune un peu plus personnelle que la précédente. Et puis le harceleur dit la seule chose qui prouve qu'il n'est pas seulement cruel. C'est un lâche. Il est encerclé, se murmurant que ce sera bientôt fini, mais les ombres continuent de se refermer. Il l'attrape, se moquant des cicatrices même qu'il a eues en survivant, et il essaie toujours de se dire que ça va. Mais ensuite, le harceleur dit la seule chose qui fait finalement basculer l'interrupteur, une attaque directe sur le traumatisme d'avoir été abandonné. Et d'un coup, le souffre-douleur riposte, et il le fait avec des années de rage refoulée. Le harceleur est projeté en l'air, et soudain, la cible facile vient de réécrire tout le scénario. Toute la bande est sans voix, car le gamin aveugle qu'il tourmentait vient de mettre leur chef KO comme une vieille chaussette. Mais au lieu de continuer l'attaque, il crie pour que ça s'arrête, car il n'est plus en contrôle de ce pouvoir. Il ne pose pas seulement une question, il se demande combien de lui-même il doit encore perdre avant que ce soit fini. Mais au lieu de fuir, la meute de lâches décide de prouver sa bravoure en s'y mettant tous contre lui. Et d'un coup, le combat est terminé, et il est enseveli sous le poids de leur pathétique victoire. Plus tard dans la nuit, la bataille est perdue, mais la guerre vient d'avoir un débriefing, et son démon personnel lui fait un tutoriel très enthousiaste et très violent pour la prochaine fois. Il essaie d'ignorer, disant à son seul ami qu'il n'essayait pas de commencer quoi que ce soit. Mais son poing serré raconte la vraie histoire. Il vient de décider qu'il y a des mots qu'il n'endurera plus jamais. Puis la réalité le frappe, et sa seule préoccupation est de cacher les preuves à la seule personne qu'il ne supporte pas de décevoir. Bien sûr,
Son petit copain de l'ombre n'a absolument aucun filtre et confirme ses pires craintes. Il ramasse son sac, car après une journée comme celle-ci, tout ce que vous voulez, c'est rentrer chez vous et faire comme si rien ne s'était passé. Son seul ami lui pose la seule question qu'il essayait d'ignorer. Il se fige, car son démon personnel vient de lire dans ses pensées, et la voix dans sa tête énumère toutes les raisons pour lesquelles il devrait simplement abandonner. Il se dit de juste tenir bon, de juste survivre jusqu'à la remise des diplômes. Mais la douleur est un rappel brutal que survivre commence à ressembler beaucoup à se briser. Et à ce moment-là, quelque chose en lui craque enfin. Le gamin qui voulait juste qu'on le laisse tranquille a disparu. Remplacé par un survivant qui en a officiellement marre de tendre l'autre joue, il remonte la fermeture de sa veste, cachant les bleus et enterrant la rage là où personne ne peut la voir. Il se dit qu'il va bien, pensant l'extérieur pendant que la tempête à l'intérieur ne fait que commencer. Mais la voix dans sa tête lui fait une offre qui semble bien trop belle pour être vraie. Elle ne promet pas seulement la vengeance, elle promet de lui rendre la vue. Le garçon est abasourdi, car c'est le seul mensonge qu'il est assez désespéré pour croire. Il essaie de l'ignorer, s'accrochant à l'idée que tout cela n'est qu'un mauvais rêve. Mais son petit ami de l'ombre lâche une bombe. Ce n'est pas un fantôme, c'est un passager. Et il lui propose un marché. Admets simplement que tu es brisé et je te donnerai le pouvoir de le réparer. Il se bat contre ça, car admettre sa faiblesse semble être la seule chose qu'il ne peut pas se permettre de faire. Mais après aujourd'hui, le masque du Sava commence à se fissurer. Et avec 2 simples mots, il cède enfin, se rendant à l'obscurité. Le sourire du monstre dit tout, le contrat est signé et l'enfer est sur le point de se déchaîner. Il ressent une douleur vive et soudaine, et elle ne vient pas des bleus. Ses yeux s'écarquillent, car l'obscurité qu'il a invitée à l'intérieur est maintenant en train de prendre le contrôle total. Le garçon se dissout en ombre, son corps littéralement consumé par le marché qu'il vient de conclure. Et de cette obscurité, quelque chose de nouveau commence à se frayer un chemin vers l'existence. Le garçon a disparu, et à sa place se tient le monstre même qu'il cachait au monde. Pendant ce temps, de retour à la maison, l'instinct de grand-père lui dit que quelque chose ne va vraiment pas. Il décide qu'il ne peut pas rester à attendre. Il va trouver le gamin qu'il a promis de protéger. Mais en marchant dans les rues, il réalise que son garçon n'est nulle part, et une terreur glaciale commence à s'installer. Et puis il l'entend, une voix familière crachant des insultes, et il réalise qu'il est sur le point de débarquer au milieu d'une zone de guerre. Les harceleurs se la coulent douce, ignorant complètement que leur victime vient de recevoir une mise à niveau majeure, et qu'il vient pour encaisser. Et d'un coup, un des sbires a une lueur de conscience, réalisant qu'ils ont peut-être fait une énorme erreur. Mais le meneur le fait taire, confiant que la parole de leur victime ne signifie rien pour personne. Il plaisante même en disant que le gamin n'a personne vers qui courir, ce qui est exactement le bouton sur lequel il ne faut pas appuyer, mais son ami ne rit plus, car l'ambiance dans cette ruelle vient de prendre un virage serré à gauche. Ils regardent dans l'ombre, car leur célébration d'après-match est sur le point d'être interrompue. Le chef se retourne, agacé par l'interruption, complètement impréparé à ce qu'il s'apprête à voir. Car ce n'est pas leur victime qui les a trouvés, c'est son grand-père, et il n'a pas l'air content. Il ne perd pas de temps en politesse, posant la seule question à laquelle ils ne veulent vraiment pas répondre. Mais le harceleur sourit simplement, car il pense que ce vieil homme est aussi facile à manipuler que son petit-fils. Et puis il commet la plus grande erreur de sa vie. Il dit au tuteur du gamin de ficher le camp. Le vieil homme lui donne une chance de tout retirer, posant une question plus froide que la ruelle elle-même. Mais ce punk pense que le manque de respect est un sport de contact et décide de jouer une partie avec le mauvais grand-père. Il encaisse le coup sans même cligner des yeux, et dans ce silence, le harceleur réalise qu'il vient de commettre une erreur de fin de carrière. Il essaie de clore la journée, faisant semblant d'être trop cool pour ça. Mais la porte de sortie vient d'être verrouillée. Il s'éloigne, essayant de marmonner pour retrouver sa dureté, mais il sent la température dans la ruelle chuter rapidement. Et puis il l'entend, le son de ses mauvaises décisions qui le rattrape. C'est le visage d'un type qui vient de réaliser que le vieux n'est pas là pour déposer une plainte. Et d'un coup, grand-père décide qu'il est temps de donner une leçon de bonne manière très pratique. Le son de cette correction résonne dans la ruelle, offrant à l'ego du harceleur une remise à 0 brutale. Il reste complètement abasourdi, se demandant comment il est passé de prédateur à proie en moins de 10 secondes. Il le met au défi de se relever car cette leçon est loin d'être terminée. Le harceleur essaie de se remettre sur pied, mais son ego est aussi chancelant que ses jambes. Il pense que le vieil homme a perdu la tête. Une erreur qui va lui coûter cher. Et grand-père répond à cette question par une correction rapide qui envoie le harceleur valser. Le punk reste là, à bout de souffle, réalisant enfin que ce vieil homme ne joue pas. Mais grand-père n'a pas fini d'enseigner,
et la prochaine leçon est administrée avec un revers qui réinitialise toute son attitude. Avec le chef à terre, grand-père tourne son attention vers le reste de la classe. Et d'un coup, le harceleur numéro 2 reçoit sa propre leçon privée de respect. Il est projeté contre une voiture, complètement abasourdi que leur cible facile soit venue avec un garde du corps, et alors qu'il supplie pour sa vie, il ne voit pas l'autre monstre qui vient d'arriver à la fête. Il est prisonnier de son propre esprit, errant dans un vide pendant que son corps part en balade sans lui. La partie humaine de lui se bat encore, désespéré de rentrer chez son grand-père, ignorant que le monstre est maintenant aux commandes. Et puis une secousse de pure terreur, alors qu'il réalise qu'il n'est pas seulement perdu, il est manipulé comme une marionnette. Parce que l'obscurité qu'il a invitée n'est plus seulement une voix. Elle prend physiquement le dessus, ce n'est pas un partenariat, c'est une prise de contrôle hostile, et le prix de la vengeance est sa propre volonté. La panique le frappe enfin, alors qu'il comprend les petits caractères de son pacte avec le diable. Il essaie de se débattre, mais il n'est qu'un fantôme dans la machine, hurlant alors que le monstre le porte comme un costume. Et puis son copain de l'ombre parle, non pas avec réconfort, mais avec une destination et un plan dont il ne sait rien. Il crie le nom de son ami, une réalisation horrible que son seul allié attendait juste qu'il craque. Et Kakamjang le fait taire. Une confirmation finale et brutale que le garçon a disparu et que le monstre est officiellement aux commandes. Il n'est pas aidé, il est consumé par l'obscurité même à laquelle il a fait confiance. Il crie à l'aide au monstre même qui l'entraîne vers le fond, et dans ce moment de terreur, il réalise que son ami n'a jamais été son ami. Mais au lieu de le détruire, le monstre le soutient, et le garçon est complètement déconcerté. Et Kamjang fait une promesse qui ressemble moins à de la vengeance qu'à une réinitialisation complète du système. Premièrement sur la liste, effacer les cicatrices qui ont fait de lui une cible. Ensuite, lui rendre la chose même que le feu lui a prise. Mais ce n'est pas un cadeau, c'est une réécriture violente et angoissante de tout son être. Et enfin, il prend sa faiblesse et la remplace par un pouvoir qu'il n'a jamais demandé, et quand la poussière retombe, il est de retour dans son propre corps. Mais il n'est plus celui qui est au volant. Le garçon s'effondre enfin, son corps lâchant après la mise à niveau forcée, et son petit copain de l'ombre lui dit de se reposer, car le vrai travail est sur le point de commencer. Le hic ? Il ne se souviendra pas d'une seule seconde de cette prise de contrôle hostile. Mais juste au moment où l'on pense que Kakamjang est aux commandes, une ombre beaucoup plus grande et beaucoup plus effrayante se pointe à la fête, et le nouveau n'est pas content, demandant pourquoi Kamjang guérirait le jouet même qu'ils étaient censés casser. Il se réveille dans une ruelle sale, la tête battante et la mémoire complètement vide. La dernière chose dont il se souvient, c'est de s'être fait agresser, mais maintenant il n'y a personne et il se sent différent. Il se relève, essayant de chasser la confusion, ignorant complètement le miracle qui vient de se produire. Et puis ses yeux s'ouvrent brusquement, car le monde qu'il voit n'est plus seulement un brouillard de sons. Car pour la première fois depuis des années, le garçon qui était aveugle peut voir. Il est tellement submergé par le flot soudain de lumière et de couleurs que son corps ne peut même pas le supporter. Il fait un seul pas chancelant, testant un monde dans lequel il n'a pas pu marcher correctement depuis des années. Mais la confusion s'installe, car son cerveau hurle que cela devrait être impossible. Il se touche le visage, s'attendant à moitié à sentir les cicatrices familières. Mais tout ce sur quoi il peut se concentrer, c'est que ses yeux fonctionnent. Et le choc pur et simple de tout cela le fait reculer en panique. Il heurte le sol, son corps complètement incapable de traiter le miracle dont son esprit hurle l'existence. Il fixe sa propre main, non pas comme une forme qu'il peut sentir, mais comme quelque chose qu'il peut réellement voir en détail parfait. Pendant une fraction de seconde, il est juste soulagé, essayant de se convaincre qu'il n'hallucine pas. Mais ensuite, le soulagement laisse place à la seule question qui change absolument tout. Et d'un coup, le garçon qui avait accepté son sort réalise que les règles de son monde viennent d'être complètement réécrites. Il ne voit pas seulement des formes et des couleurs, il voit le monde pour la première fois, et son cerveau est en court-circuit complet. Son premier réflexe est d'appeler son copain de l'ombre, celui qui a rendu ce miracle possible, mais son démon personnel n'est nulle part, le laissant totalement seul avec cette nouvelle réalité impossible. Le monde est trop lumineux, trop bruyant, et son corps peine à suivre ce redémarrage soudain du système. Il supplie l'aide de la créature même qui a disparu, oubliant qu'il n'a plus besoin de guide. Et puis il entend une voix familière percer la confusion, la seule personne qu'il voulait désespérément retrouver. Pour la première fois depuis des années, il n'entend pas seulement la voix de son grand-père. Il le voit réellement. Il ne retrouve pas seulement le chemin de la maison, il retrouve le visage de la seule famille qui lui reste. Et quand il l'appelle, le vieil homme se retourne, complètement abasourdi de voir le garçon qu'il cherchait debout juste là. Mais grand-père n'est pas seulement choqué de l'avoir trouvé,
Il se demande comment un gamin aveugle a réussi à marcher droit vers lui. Il ne traite pas seulement sa nouvelle vue, il réalise que ses cicatrices ont disparu et il n'a aucune idée de comment, et avant même de pouvoir traiter le miracle, il est ramené à la réalité par la seule personne qu'il essayait de trouver. Grand-père ne demande pas comment. Il le serre simplement dans ses bras, car le retrouver vivant est le seul miracle qui compte. Mais notre garçon est juste figé, car comment dire à votre seule famille que vous avez fait un pacte avec le diable et que vous avez gagné? Il donne la pire explication du monde pour un miracle littéral, et grand-père est étrangement calme à ce sujet. Et son premier geste n'est pas de célébrer, c'est de cacher la vérité, car certains miracles attirent le mauvais genre d'attention. Après que grand-père ait eu une conversation très productive avec l'ancienne école, il décide qu'il est temps de changer d'air. Mais le prix de ce miracle est que son seul et unique ami a disparu, le laissant se demander si le marché en valait la peine. Alors ils recommencent à zéro, espérant qu'une nouvelle adresse suffira à échapper aux ombres du passé. Et avec une nouvelle maison vient un nouveau départ, une chance d'être enfin un gamin normal dans un monde qui est tout sauf normal. Il a retrouvé la vue, mais maintenant il doit réapprendre à vivre, un étranger dans son propre monde. Même le simple fait de marcher ressemble à un numéro de funambule sans filet. Le monde n'est pas seulement lumineux, c'est un désordre écrasant et étourdissant que son cerveau ne peut pas traiter. Il a mangé toute sa vie, mais c'est la première fois qu'il voit réellement son repas. Et son verdict sur toute cette histoire de vue, c'est tout simplement bizarre. Il commence à se reconnecter avec le monde, associant les textures qu'il connaît aux images qu'il n'a jamais vues. Et pour la première fois, il ne survit pas seulement dans le monde, il en est réellement émerveillé. Les années passent, et le garçon qui trébuchait dans les rues commence enfin à maîtriser sa nouvelle vie. Mais il y a une chose qu'il n'a jamais vraiment vue auparavant, la seule chose qui changera tout. Le visage de l'homme qu'il est devenu, un parfait inconnu qui le regarde depuis le miroir. Il ne regarde pas seulement son reflet, il rencontre l'étranger qui a vécu sa vie pendant des années. Avec sa vue restaurée, chaque sortie est une aventure, et il est prêt à explorer. Mais grand-père s'inquiète, lui rappelant qu'une nouvelle école signifie que de nouveaux défis l'attendent au coin de la rue. Il a tout un monde à rattraper, et le repos est la dernière chose à laquelle il pense. La porte se referme, laissant le vieil homme seul avec ses pensées et ses soupçons grandissants, parce qu'un gamin ne guérit pas spontanément d'années de traumatisme sans une sorte de contrepartie. Il pense avoir réglé tous les détails, mais il est sur le point d'en découvrir un tout nouveau. Ce ne sont pas seulement ses yeux qui ont guéri, les cicatrices ont aussi disparu, et ce n'est pas un miracle, c'est un mystère. Et sur ce, le héros à la retraite décide qu'il est temps de mener sa petite enquête, mais il pense être seul, ignorant complètement que la source du miracle a tout écouté. Il est dehors, explorant son tout nouveau monde, ignorant complètement que les ennuis se fichent de votre nouvelle adresse. Il descend du bus, prêt à vivre enfin une vie normale, mais l'univers a d'autres plans. Il profite juste de la vue, un gamin qui goûte enfin à la liberté. Pour la première fois, il peut juste se tenir au soleil et se sentir normal. Mais bien sûr, son après-midi paisible est immédiatement interrompu par la bande-son officielle d'une mauvaise journée. Et d'un coup, il se retrouve au milieu du drame de la rage au volant de quelqu'un d'autre, un passant au mauvais endroit au mauvais moment. Le type lève les yeux, cherchant quelqu'un à blâmer, et ses yeux se posent sur la cible la plus proche. Mais notre garçon est toujours dans son petit monde, le regard vide, complètement inconscient qu'il est sur le point de devenir le personnage principal, et l'étranger en colère décide que le visage de notre héros est l'endroit parfait pour déverser tous ses problèmes. Il revient à la réalité, réalisant que son premier jour de liberté est sur le point de se terminer par un combat très familier. Le type l'accuse de chercher la bagarre, car apparemment, exister en public est un crime maintenant. Et notre garçon, fonctionnant toujours sur son vieux logiciel, ne fait pas de vagues, essaie immédiatement de désamorcer la situation. Mais ce type ne cherche pas des excuses, il cherche une démonstration de force, exigeant une révérence complète. Pendant une fraction de seconde, on peut voir les vieux instincts de survivants se réveiller, prêts à juste encaisser le coup et passer à autre chose. Il commence à plier, car des années d'abus lui ont appris que la soumission est le moyen le plus rapide de mettre fin à la douleur. Mais juste au moment où il est sur le point de céder, une nouvelle joueuse entre en jeu, et elle n'est pas là pour les bêtises. Elle intervient, lui disant de se tenir droit, car il n'a absolument aucune raison de s'excuser. Le harceleur est complètement décontenancé, car sa cible facile vient de se trouver une garde du corps surprise, et puis elle met les points sur les i, lui reprochant d'être une grande gueule devant sa salle de sport. Elle renverse complètement la situation, lui disant que c'est lui qui doit s'excuser. Et on peut voir son ego court-circuité. Mais au lieu de reculer, il décide de jeter son poids et son sac dans la balance. Et elle encaisse le coup pour lui,
laissant notre garçon complètement abasourdi qu'une étrangère puisse réellement le défendre. Le harceleur est juste furieux que sa démonstration de force matinale ait été interrompue par quelqu'un avec du cran. Et c'est tout. Le vieux survivant a disparu, et pour la première fois, il est prêt à se battre pour quelqu'un d'autre. Mais sa nouvelle garde du corps l'arrête net, lui disant de ne pas bouger, car elle gère la situation. Et puis elle déchaîne un coup de pied qui envoie son égo et son sac voler de l'autre côté de la rue. Le message est clair. Les ordures ont officiellement été sorties. Elle lui adresse un sourire de glace, lui disant de partir avant qu'elle n'appelle les flics pour sa petite crise. Et c'est le visage d'un homme dont la fierté vient de se faire botter les fesses jusque mardi prochain. Il est sur le point d'aggraver les choses, mais elle reste là, complètement impassible. Il lance un coup de poing, pensant lui donner une leçon, mais il vient de signer son propre licenciement. Il l'effleure à peine, et le regard sur son visage dit « C'est tout ce que tu as ?» Elle pivote comme une pro, et soudain, c'est lui qui est complètement hors de position et qui a l'air d'un idiot. Et elle répond à son manque de respect par un coup de pied haut qui lui réarrange complètement le visage. Il tombe lourdement, laissant notre héros se demander quel genre d'ange gardien vient d'apparaître. Mais ensuite, elle se tourne vers lui, et sa question montre clairement que ce n'est pas un sauvetage, c'est un test. Le harceleur reste sans voix, sa fierté lui faisant bien plus mal que sa mâchoire. Alors, il fait ce que tous les lâches font quand ils sont embarrassés. Il pique une crise de colère monumentale. Mais elle ne transpire même pas, esquivant ses coups désordonnés comme si c'était une répétition de danse. Et d'un coup, il mord la poussière, prouvant que certaines personnes ont juste besoin d'être remises à leur place. Elle l'immobilise, et tout ce qui reste de son attitude de dur à cuire est un cri pathétique. Et elle lui fait un sourire qui est moins une offre qu'un dernier avertissement. Il reste là à bafouiller, son égo complètement dégonflé et son corps collé à l'asphalte. Et la queue entre les jambes, le harceleur s'enfuit à toute vitesse, ne laissant que des traces de pneus et de l'embarras. L'adrénaline retombe, laissant notre héros et sa mystérieuse sauveuse dans un silence profondément gênant. Puis elle se tourne vers lui, et la garde du corps badass a soudain l'air d'une amie inquiète. Il est encore sous le choc, remerciant l'étrangère qui vient de réarranger nonchalamment l'après-midi d'un type pour lui. Mais sa préoccupation tranquille la prend complètement au dépourvu. Et pour la première fois, c'est elle qui est surprise. Et au lieu de simplement partir, il lui dit d'attendre, comme s'il était sur le point de lui rendre l'appareil. Il lui offre un pansement, et dans ce seul petit geste, la dynamique entre eux change complètement. Elle est complètement déconcertée, car le type qu'elle vient de sauver essaie maintenant de prendre soin d'elle. Il lui montre une coupure qu'elle n'avait même pas remarquée, prouvant qu'il voit plus que la simple façade de dur à cuire, et d'un coup, la combattante badass réalise qu'elle n'est pas aussi invincible qu'elle en a l'air. Elle essaie de rester cool, mais se soigner soi-même est plus difficile quand quelqu'un regarde. Et soudain, il joue à un jeu très gênant de colle le pansement sur la garde du corps. Alors il intervient, offrant une douceur qui contraste totalement avec le chaos dont ils viennent d'être témoins. En un seul petit geste, il passe de victime à soignant, et le regard sur son visage dit tout. Le silence qui suit est 1000 fois plus gênant que le combat ne l'a jamais été. Mais il n'a pas fini. Il lui offre toute la boîte, car apparemment, c'est une trousse de premiers secours ambulante. Et puis, il sort la vantardise la plus triste de tous les temps. Il a juste l'habitude d'en avoir besoin. Et juste au moment où ils partagent un instant, sa vraie vie débarque pour gâcher la fête. Il a un visage qui crie « Frère surprotecteur » et il veut savoir ce qui se passe. Notre garçon reste là, la 5e roue du carrosse dans une histoire dans laquelle il vient de tomber. Et bien sûr, la première chose qui sort de sa bouche est « Tu as un rendez-vous ?» la plongeant dans une panique totale. Elle sort précipitamment, essayant d'échapper à la mortification d'être prise en flagrant délit devant un étranger. Il s'avère que le passe-temps favori de son frère est de la mettre dans l'embarras, surtout avec des menaces de tout dire à leur mère. Il les regarde disparaître dans une salle de sport de MMA, et soudain tout prend un sens. La mystérieuse garde du corps n'est pas seulement dure, c'est une combattante entraînée. Et il est officiellement impressionné. Il s'éloigne avec une nouvelle héroïne, faisant de la boxe dans le vide avec une boîte de pansements et se sentant inspiré pour la première fois depuis une éternité. Mais quand il rentre chez lui, grand-père attend, et son inquiétude silencieuse est un rappel que la normalité est encore loin, la veille de son premier jour, et le silence n'est qu'un compte à rebours avant son prochain grand test. Il se dit que tout ira bien, les derniers mots classiques de tout protagoniste sur le point d'entrer dans une nouvelle saison de drame. Mais sur le chemin de l'école, il se fait suivre par un harceleur à 4 pattes inattendu. Il se retourne enfin, se demandant quel genre de problème l'a trouvé cette fois. Et il s'avère que c'est le problème le plus adorable et le moins menaçant qu'il ait jamais eu. C'est la première fois qu'il voit vraiment un chat,
et il est complètement hypnotisé par cette petite créature duveteuse. Il demande même la permission de le caresser, un petit geste qui montre à quel point il a changé. Et le chat lui donne un petit coup de patte, un vas-y silencieux qui scelle leur toute nouvelle amitié. Pendant une fraction de seconde, il peut être un gamin normal, vivant un moment de bonheur normal. Mais ensuite, il lève les yeux et l'expression sur son visage dit que ce moment de normalité est officiellement terminé. Il passe un doux moment avec un chat errant et pour une fois, ce n'est pas lui qui a besoin d'être sauvé. Mais ensuite, la réalité le frappe et il se souvient qu'il a une nouvelle vie à commencer. Et soudain, ses nouveaux yeux captent quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Son nouvel ami est officiellement devenu un pot de colle de niveau 5. Il essaie de s'éclipser proprement, mais ce chat n'accepte pas un non comme réponse. Et à ce moment-là, il prend la décision la plus irresponsable et la plus réconfortante de sa vie. L'école peut attendre, c'est le premier ami qu'il se fait qui n'a pas essayé de le frapper. Il improvise un jouet, car rendre un ami heureux est maintenant sa priorité absolue. Et pour la première fois depuis une éternité, il ne survit pas seulement, il joue vraiment. Il lui dit au revoir, ignorant complètement que ce petit chat errant est sur le point de devenir une partie permanente de sa vie. Il est complètement épuisé, mais pour la première fois, il sourit parce qu'il s'est fait un ami, pas un ennemi. Avec son nouveau compagnon duveteux enfin endormi, il peut reprendre le cours de sa vie et tout recommencer. Il sort son téléphone, pensant qu'il a amplement le temps de faire une bonne première impression, mais les chiffres sur l'écran racontent une histoire très très différente. Et d'un coup, le calme est remplacé par la terreur pure d'être en retard dès son tout premier jour. Il arrive enfin au portail de l'école, marchant droit sur le chemin du boss final du matin, le professeur est tout sourire et politesse, une image parfaite d'un éducateur accueillant. Mais ensuite, il sent une perturbation dans la force et toute son attitude change. Il se retourne et d'un seul regard, notre héros est déjà du mauvais côté du corps enseignant. Et son grand crime? Apparemment, cette école a une politique stricte de « pas le droit d'être beau ». Le professeur se concentre sur sa première victime de la journée et le crime est une cravate manquante. Mais notre garçon hoche simplement la tête, complètement imperturbable, car il a affronté de vrais monstres, et ce type n'est qu'un surveillant de couloir avec une promotion. Il obtient un aller simple pour la liste des punis. Mais le professeur doit juste lancer une dernière pique sur le code vestimentaire, il s'éloigne, qualifiant les règles d'étouffantes, et le professeur soupire simplement, ignorant complètement que ne pas causer de problème est sur le point de devenir le nouveau passe-temps de ce gamin. Et sur ce, le professeur vérifie sa montre, car il est officiellement temps de gâcher quelques matinées, il donne l'ordre de tout verrouiller, prêt à attraper les retardataires qui ont osé appuyer sur le bouton snooze. Le préfet des élèves est très sérieux, mais notre héros se fiche complètement d'être sur une liste. Et alors que le préfet se dirige pour verrouiller le portail, notre garçon est déjà mentalement déconnecté de toute cette conversation. Le portail commence à se fermer, scellant le sort de quiconque n'a pas réglé son réveil. Mais juste au moment où le verrou est sur le point de se cliquer, un nouveau groupe de personnages sprint sur la scène. Désespéré de ne pas commencer sa journée en retenue, il fixe le portail de l'école, réalisant que son premier jour est déjà un échec. Et puis ça le frappe. Avec de nouveaux yeux vient un nouveau problème. Il n'a jamais eu à sprinter auparavant. Les autres retardataires supplient la pitié, mais le préfet au portail a l'air immunisé contre les excuses. Il leur lance un regard qui dit « Votre problème, pas le mien ». Et d'un seul mot, il anéantit les espoirs de chaque élève qui a appuyé sur le bouton « snooze ». Le monde lui dit d'arrêter, qu'il est déjà trop tard. Mais ensuite, il reçoit un signe de l'univers et il lui dit de foncer. Il décolle, libérant une vitesse que son corps ne soupçonnait pas. Il ne court pas seulement, il est une balle humaine, déterminée à passer ce portail. Mais juste au moment où il est sur le point de se refermer, le préfet l'arrête net, tenant la porte pour un parfait inconnu. Le préfet, obsédé par les règles, vient d'enfreindre sa propre règle et il ne sait même pas pourquoi. Et dans cette fraction de seconde, son cerveau enregistre un flou qui ne devrait pas être humainement possible. Notre garçon ne fait pas que passer devant lui, il se téléporte pratiquement à travers le portail, laissant le préfet dans sa poussière. Il réussit un atterrissage de super-héros, arrivant avec littéralement 0 seconde d'avance. Les autres retardataires ne peuvent que le regarder, car ils viennent d'assister à un miracle en route pour la retenue. Il est juste soulagé d'y être arrivé, ignorant complètement qu'il vient de briser les lois de la physique devant la moitié de l'école. Mais le préfet est coincé dans une boucle logique, essayant de comprendre comment un gamin de l'autre côté de la rue s'est retrouvé juste devant lui. Son cerveau est toujours en train de charger, car le calcul de ce sprint ne tient tout simplement pas la route. Pendant ce temps, le reste de l'équipe des retardataires est laissé dehors,
se demandant s'ils viennent de voir un fantôme ou la nouvelle star de l'athlétisme de l'école. Mais un type n'est pas seulement impressionné, il est méfiant, car ce n'était pas seulement de la vitesse, c'était autre chose. Il célèbre sa victoire pendant 2 bonnes secondes avant de se prendre un presse-papier dans le dos. Le professeur exige qu'il signe la liste des punis, mais notre garçon en a déjà marre de toute la personnalité de ce type. Et sur ce, notre héros obtient enfin un nom, Jang Seo-ho. Mais le préfet qui l'a laissé entrer essaie toujours de savoir s'il vient d'être témoin d'un nouvel élève ou d'un bug dans la matrice. Pendant ce temps, un visage familier dans la foule réalise exactement qui est ce nouveau gamin. C'est le frère surprotecteur d'hier, et il a déjà décidé que notre héros est le nouveau petit ami de sa sœur. Le préfet continue de le fixer, un regard sur son visage qui dit qu'il n'est pas sûr si ce nouveau gamin est un problème ou un défi. Et d'un coup, l'élève le plus droit de l'école vient officiellement de trouver son nouveau rival. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, le corps enseignant est complètement ignorant du chaos qui vient de franchir leur porte. Ils se demandent juste où est leur nouvel élève, ignorant qu'il est déjà en train de se faire un nom. Le corps enseignant est déjà en train de jacasser, le dépeignant comme un délinquant avant même qu'il ne soit entré. Sa nouvelle professeure principale espère juste que les rumeurs ne sont pas vraies, car c'est elle qui doit s'occuper de lui. Il prévoit déjà son expulsion, décidant qu'il est coupable jusqu'à preuve du contraire. Mais bien sûr, il se tient juste devant la porte, entendant chaque mot de son propre lynchage public. Il entre, s'incline et les tue avec sa gentillesse, brisant complètement leurs attentes. La professeure est abasourdie, car l'enfant à problème agit de manière plus polie que la moitié du corps étudiant, et d'un coup elle est convaincue que c'est un bon gamin, ignorant complètement la tempête qu'il cache. Il promet de bien se comporter, jouant le rôle de l'élève parfait tout en sachant qu'ils l'ont déjà jugé. Le chef des commérages commence immédiatement à rétropédaler, réalisant qu'il vient de se mettre les pieds dans le plat, mais le regard sur le visage de notre garçon indique clairement qu'il a tout entendu, et que sa première journée vient de devenir beaucoup plus compliquée. Il est sur le point d'entrer dans sa nouvelle vie, et elle l'attend derrière la porte numéro 3. Et à l'intérieur, nous rencontrons la célébrité de la classe, Habyul, qui a déjà un fan club. Son ami meurt d'envie de connaître le secret de son succès, mais Habyul la joue cool. Pendant ce temps, au fond, quelqu'un est complètement déconnecté de la réalité, dormant à travers le drame matinal, mais les potins du matin sont interrompus, car le cours est sur le point de commencer officiellement. La porte coulisse, et on peut sentir que toute l'ambiance de la pièce est sur le point de changer. Et la première personne à remarquer le nouvel arrivant est son ange gardien d'hier, qui porte toujours son œuvre. Elle n'est pas seulement surprise, elle est horrifiée, car son moment gênant avec le pansement vient d'entrer dans sa classe. Et d'un coup, la professeure le met sur le devant de la scène, présentant l'enfant à problème à son nouveau public. Il lève les yeux, prêt à tout recommencer, et croise immédiatement le regard de la seule personne qu'il a déjà vue au pire de sa forme. Les chuchotements commencent immédiatement, et ses poings se serrent, car il connaît trop bien cette partie du cauchemar. Il est complètement figé, car une salle pleine d'étrangers semble plus dangereuse que n'importe quelle ruelle. Car pour lui, « Bonjour, je m'appelle » n'est qu'un rappel du monstre qu'il était. Et chaque nouvelle salle de classe n'est qu'une nouvelle scène pour le rejeter. Il force un sourire, essayant de jouer le rôle du nouveau gamin normal, mais son cerveau rejoue un florilège de toutes les fois où on lui a dit de simplement disparaître. Il parvient à dire son nom, mais on sent qu'il attend juste que le couperet tombe, car son nom de famille aurait tout aussi bien pu être Monstre dans son ancienne école. Il termine par un poli « Entendons-nous bien ?» une phrase qui n'a jamais été vraie pour lui. Et son esprit se remémore chaque raison pour laquelle il a appris à ne jamais faire confiance à un nouveau départ. Il se prépare à l'impact, car une nouvelle salle de classe n'est qu'une nouvelle scène pour la même vieille histoire d'horreur. Il attend les chuchotements, les insultes, le frisson familier d'être le paria de la classe, mais au lieu de la peur, il est accueilli par un cri de fangirl qui fait voler en éclats toute sa vision du monde. La classe n'est pas seulement accueillante, il le traite comme une célébrité, et il ne sait absolument pas comment réagir. Il réalise que le regard sur leur visage n'est pas du dégoût ou de la terreur. C'est de la curiosité pure et non filtrée, et pour la première fois, il n'est pas un monstre, il est juste le nouveau. La professeure l'évalue, sur le point de faire un choix de place qui va soit faire, soit défaire sa première journée, et bien sûr, elle le place juste à côté de la seule personne qui a déjà décidé qu'il était un problème. Il prend sa place, ignorant complètement que son nouveau voisin de bureau est le frère surprotecteur de sa garde du corps, et le frère la joue cool, proposant d'être ami tout en planifiant secrètement son interrogatoire. Notre garçon joue le jeu, ignorant complètement que son nouveau meilleur ami prépare déjà une vérification de ses antécédents. Et il s'avère que le frère surprotecteur n'est qu'une boule d'anxiété sociale pure et non filtrée,
Il reçoit une tape soudaine sur la tête, un geste qui est sur le point de rendre cette salle de classe beaucoup plus petite. Parce que sa sœur, la garde du corps de notre héros d'hier, vient de se pointer pour le griller devant son nouvel ami. Et puis il entend une voix familière, se tournant pour voir la dernière personne qu'il s'attendait à revoir. C'est son ange gardien, avec le pansement qu'il lui a donné, et elle lui fait un signe de la main comme s'ils ne s'étaient pas rencontrés lors d'une agression. Il court-circuite complètement, car son cerveau ne peut pas traiter que sa sauveuse de rue est maintenant sa camarade de classe. Elle essaie de faire comme si de rien n'était, mais on peut sentir l'énergie gênante qui se dégage de toute cette situation. Et puis il voit son badge, mettant enfin un nom sur le visage qui a mis un coup de pied sauté à un harceleur pour lui. Elle appelle ça une coïncidence fascinante. Mais son frère est juste confus, et notre héros réalise que sa vie normale est déjà partie en vrille. Le frère passe en mode interrogatoire complet, exigeant de savoir comment sa sœur a rencontré le nouveau gamin. Elle donne la version la plus édulcorée de leur rencontre, omettant commodément la partie où elle a réarrangé le visage d'un type. Et son frère, que Dieu le bénisse, gobe tout, complètement soulagé que sa sœur ne sorte pas avec un étranger au hasard. Il pivote immédiatement vers notre héros, se présentant avec l'énergie d'un Golden Retriever et les déclarant meilleurs amis. Et notre garçon, désespéré d'avoir une vie normale, se laisse porter, heureux de s'être fait un ami qui n'est pas un chat. Mais ensuite, le commère de la classe intervient avec un avertissement amical. Fais attention à Habiul, car c'est la championne incontestée de cette classe. Et elle prouve immédiatement ses dires en lui administrant une correction amicale qui l'envoie directement au sol. Toute la classe éclate de rire, plaisantant sur la légende où elle a combattu 17 types à la fois, et notre héros commence à réaliser que sa garde du corps est une célébrité locale. De l'extérieur, ce n'est qu'une salle de classe pleine de chaos, mais pour notre héros, c'est la première fois qu'il en fait partie. Et à ce moment-là, il réalise que c'est ça, la vie scolaire normale dont il n'a jamais fait que rêver. Il n'est pas seulement dans une nouvelle école, il est dans un tout nouveau monde où les camarades de classe vous aident vraiment à étudier. La cloche sonne, et pour la première fois, quelqu'un l'attend vraiment après les cours. Ce n'est pas juste un ami, c'est toute la bande, et il lui demande de rentrer à pied comme s'il avait toujours été l'un des leurs. Et on peut voir le moment où son cerveau se brise, car on n'a jamais voulu de lui auparavant. Il dit enfin oui, et en un seul mot, il n'est plus seulement un élève transféré, il est un ami. Mais ensuite, le groupe se sépare, le laissant marcher seul avec la personne qui le rend le plus nerveux. Il essaye de la remercier pour la raclée qu'elle a administrée hier, et elle balaie ça d'un revers de main comme si de rien n'était. Et bien sûr, il s'avère qu'ils habitent dans la même direction, parce que l'univers adore les bons clichés. Pendant un instant, c'est juste une promenade paisible pour rentrer à la maison, une fin parfaite pour une première journée parfaite. Mais ensuite, elle se défile brusquement, le laissant se demander s'il a dit quelque chose de mal ou si elle cache quelque chose. Il décide juste de marcher avec elle, et elle se demande quelle partie de « au revoir » il n'a pas comprise. Elle essaie de le repousser gentiment, mais son sourire dit « s'il te plaît, va-t'en ». Et notre garçon est juste déconcerté, car il essaie juste d'être un ami normal pour une fois. Elle insiste que c'est bon, essayant de rire de la situation, mais la fille cache définitivement quelque chose. Elle arrive enfin à son immeuble et lui dit de déguerpir, pensant qu'elle a enfin réussi à s'échapper. Mais il ne bouge pas d'un pouce, et elle se demande pourquoi ce type est si persistant. Et puis il lâche la bombe qui fait voler en éclats tout son plan. C'est aussi sa maison. Le regard sur son visage est un choc pur et non filtré, car l'univers a un terrible sens de l'humour. Il passe juste devant elle et déverrouille la porte de l'appartement juste à côté du sien, et d'un coup, sa mystérieuse garde du corps et sa nouvelle maison sont devenues la même adresse. Elle claque la porte car son cerveau a officiellement fait un écran bleu, son sac tombe par terre, et avec lui, tout espoir de rester cool un jour. Et elle s'écrase face contre son lit, essayant d'échapper physiquement à la pure mortification de la situation. La combattante badass est complètement KO, vaincue par une seule coïncidence gênante. Son esprit rejoue chaque tentative désespérée de se débarrasser de lui, et maintenant il est littéralement à côté. Et la honte intégrale la frappe enfin, car sa vie secrète et sa vie scolaire viennent de se percuter. Elle n'est pas seulement embarrassée, elle réalise que le nouveau gamin silencieux est la première personne à la rendre aussi troublée. Et d'un coup, le destin, ou un propriétaire très curieux, a décidé que ces deux-là sont destinés à être voisins. Le lendemain, notre garçon est de retour à sa nouvelle routine, ignorant complètement le chaos qu'il a causé à côté. Et il cherche immédiatement le seul ami sur lequel il sait qu'il peut compter, son petit acolyte errant. Il ne caresse pas seulement un chat. Il reçoit la seule affection inconditionnelle qu'il ait jamais connue. Ce petit chat errant est devenu la seule constante dans sa toute nouvelle vie chaotique. Et pour la première fois, c'est lui qui sauve, armé d'une boîte de thon et de beaucoup d'espoir.
Il lui donne même un nom, Nurung, le promouvant officiellement de chat errant à acolyte. Et regardez-moi ce visage, c'est le sourire d'un garçon qui a enfin trouvé quelque chose qui lui appartient. Il promet de revenir, ignorant complètement que ces deux vies séparées sont sur le point d'avoir une collision très gênante, parce que devinez qui d'autre a pour routine quotidienne de traverser ce même parc? Elle s'arrête, car son plan éviter le nouveau voisin à tout prix est sur le point d'échouer de façon spectaculaire. Et elle le repère, le nouveau gamin silencieux qui occupe actuellement beaucoup trop de son espace cérébral, mais elle ne se demande pas seulement ce qu'il fait là, elle est sur le point de tomber sur son seul et unique secret. Elle interroge le chat sur son mystérieux bienfaiteur, et le miaulement du petit traître est un aveu complet. Et d'un coup, elle a une rivale dans le jeu de l'alimentation des chats, se demandant qui pourrait être cette personne mystérieuse de son école. Le nouveau gamin silencieux devient soudain une personne d'intérêt, et elle ne sait pas pourquoi elle ne peut pas se le sortir de la tête. Pendant ce temps, notre garçon essaie juste de profiter d'un déjeuner normal, ignorant complètement que la normalité a une durée de vie très courte dans cette école. Son nouveau meilleur ami, Gangnam, est l'image de la convivialité, préparant le terrain pour un moment de lycée parfait, mais alors qu'il se retourne, il entre en collision avec un type qui a l'air de manger des premières années au petit déjeuner. Les amis essaient juste d'aller à la supérette, mais ils sont suivis par le prochain gros problème de l'école. Et le voilà, le coup de coude accidentel qui n'est jamais un accident. Les plateaux repas tombent par terre, et d'un coup, l'ambiance paisible de la cafétéria n'est officiellement plus au menu. Le harceleur passe immédiatement à l'attaque, et son ami se dégonfle, prouvant que certaines hiérarchies de lycée ne changent jamais. Mais au lieu de reculer, notre garçon offre son propre déjeuner à la victime, un acte de défi silencieux qui attire l'attention de tout le monde. Le harceleur ricane simplement devant le désordre, car pour lui, les problèmes des autres ne sont que du décor. Et notre héros observe simplement, les rouages tournant dans sa tête, car il a déjà vu ce genre de prédateur. Il décide qu'il en a assez vu, s'avançant pour dire quelque chose qui est sur le point de le mettre sur la liste la plus dangereuse de l'école, mais avant qu'il ne puisse commencer une guerre, son nouvel ami le bloque physiquement, absolument terrifié par les conséquences. Le message de Gangnam est clair. Reste silencieux, reste invisible, ou tu es le prochain sur la liste. Mais notre héros ne regarde pas le harceleur, il regarde la nourriture par terre, une limite qui a été officiellement franchie. Son ami le supplie de laisser tomber, l'avertissant que tu ne veux pas attirer l'œil de ce type. Mais Seo-ho demande simplement « Pourquoi ?», ignorant complètement qu'il remet en question toute la chaîne alimentaire de l'école. Et puis vient la révélation. Ce n'est pas juste un harceleur d'école, il a des relations qui le rendent pratiquement intouchable. Mais notre garçon n'est pas impressionné par la réputation, exigeant la seule chose qu'un harceleur ne donne jamais, des excuses. Et Gangnam entre immédiatement en mode panique totale, car il sait que c'est comme ça qu'on se retrouve sur une liste noire. La victime essaie d'arranger les choses, car elle a appris à ses dépens qu'être invisible est le seul moyen de survivre. Seo-ho recule à contre-cœur, mais le regard sur son visage dit que cette conversation est loin d'être terminée. Mais il est trop tard, ils ont déjà un public, et ces types cherchent un nouveau spectacle. Les harceleurs reconnaissent leur ancien souffre-douleur, se demandant nonchalamment pourquoi il est soudainement si sage. Le meneur sourit simplement car il aime les bonnes rediffusions, et puis il dépasse les bornes, faisant une blague dégoûtante assez fort pour que toute la cafétéria l'entende. Le gamin encaisse le coup verbal, essayant de se faire tout petit, mais certaines insultes sont impossibles à ignorer. Mais notre héros a entendu chaque mot, et il en a officiellement marre de jouer selon les règles tordues de l'école. Il se lève, et en 2 mots, toute la cafétéria se tait. Toute la salle se retourne, car le nouveau vient de briser la règle numéro 1, ne t'en mêle pas. Et d'un coup, il n'est plus l'élève transféré silencieux, il est le fou. Le meneur est si habitué à être en charge qu'il ne réalise même pas qu'on le défie. Son acolyte est tout aussi confus, car ce n'est pas dans le script. Et puis ça clique enfin, et le regard sur son visage dit que notre héros vient de faire une très grosse erreur. Mais Seo-ho ne se contente pas de tenir tête. Il double la mise, répétant la question comme un souhait de mort. Le harceleur enlève sa veste, car il est officiellement temps d'apprendre au nouveau une leçon de respect. Mais notre garçon ne demande pas un combat, il exige des excuses, et le harceleur n'en revient pas de son audace. Et avec un dernier avertissement, le harceleur indique clairement que les excuses ne sont pas à l'ordre du jour, et qu'une raclée est la seule chose au menu, et Gangnam est en pleine crise, car il sait que son nouvel ami vient de signer ses propres papiers d'expulsion. Mais Seo-ho n'a pas peur, il est confus, car ses nouveaux yeux lui montrent soudainement quelque chose d'impossible. Le monde ralentit, et pendant une fraction de seconde, il voit le futur. C'est une prémonition fantomatique de l'attaque.
un code de triche pour un combat qu'il ne voulait même pas. Alors, quand le coup de poing arrive enfin, il l'esquive comme s'il évitait un ballon d'eau au ralenti. Le harceleur se retrouve à frapper dans le vide, complètement déconcerté, tandis que notre garçon n'a même pas transpiré. Il essaie d'en rire, mais on peut voir le moment où sa confiance commence à se fissurer. Alors il en lance un autre, plus rapide et plus en colère, déterminé à toucher cette fois, mais notre garçon incline simplement la tête, esquivant un coup de poing qui aurait dû lui réarranger le visage. Et puis il comprend, il n'esquive pas seulement, il voit chaque mouvement avant même qu'il ne commence. Le harceleur lance un crochet, mais notre garçon se balance simplement pour l'éviter, comme s'il esquivait une balle de softball lancée lentement, parce que ses yeux ne sont pas seulement guéris, ils sont améliorés, lui montrant un plan parfait de chaque attaque. Le caïd de l'école est complètement épuisé, car sa cible facile est d'une manière ou d'une autre intouchable, et dans son esprit, le nouveau gamin silencieux se transforme en un monstre absolu, une ombre sur le point de l'avaler tout entier. Son ami intervient, essayant de jouer les pacificateurs, ignorant complètement qu'il vient de se mettre dans la ligne de mire, mais le harceleur n'écoute pas la raison, et Gangnam prend un coup qui était destiné à quelqu'un d'autre. Il crie sur l'élève tombé, sa rage débordant complètement parce qu'il n'a pas pu porter un seul coup à sa véritable cible. Et d'un coup, un ami s'effondre, et la première journée de normalité de notre héros est officiellement annulée, le choc s'estompe, et ce qui reste est un regard que nous n'avions jamais vu auparavant. Froid, concentré et absolument furieux. Le harceleur n'a pas seulement frappé un camarade de classe, il vient de réveiller le vrai monstre qui se cache à l'intérieur du nouveau gamin silencieux, et une voix dans sa tête lui montre un reflet du monstre qu'il était, lui demandant s'il reconnaît le visage. C'est la tentation ultime. Pourquoi prendre le chemin de la droiture quand on peut enfin servir un peu de vengeance? L'offre est simple. S'il déteste tant se battre, il peut simplement laisser le vrai monstre en lui prendre le volant. La bravade du harceleur s'évapore, car le gamin en face de lui vient de changer complètement d'attitude. Il enlève lentement sa cravate, car le code vestimentaire est la dernière de ses préoccupations. Et pour la première fois, le caïd de l'école tressaille, car il n'est plus sûr de ce qu'il regarde. Alors il fait ce que tous les animaux acculés font. Il attaque, hurlant une question dont il n'est pas prêt à entendre la réponse. Mais notre garçon se balance simplement pour l'éviter, se déplaçant avec une grâce absolument terrifiante. Le harceleur se retrouve à se battre contre des fantômes, réalisant qu'il vient de chercher des noises à quelque chose qui ne joue pas selon les règles. Il en a marre d'esquiver. Il connecte un coup de poing qui dit « Bienvenue dans la nouvelle chaîne alimentaire ». Et d'un coup, l'attitude de dur à cuire du harceleur prend une claque en pleine face. Mais il n'a pas fini. Il fait un pas en avant, car ce n'est pas un combat, c'est une leçon. Le regard dans ses yeux est de glace, un rappel glaçant de la personne qu'il essaie de laisser derrière lui. La fierté du harceleur crie plus fort que sa mâchoire, car il vient de se faire remettre à sa place par le gamin silencieux. Avant même qu'il ne puisse réagir, notre garçon se déplace avec une vitesse qui n'est tout simplement pas humaine. Et c'est le visage d'un prédateur qui vient de réaliser qu'il est devenu la proie. Il l'attrape, non pas avec colère, mais avec l'efficacité froide d'un pro chevronné, et puis il le présente au sol avec un mouvement tout droit sorti d'un film d'action. Le harceleur ne peut que le regarder depuis le sol. Son monde entier est retourné en quelques secondes. Et du point de vue du harceleur, le nouveau gamin silencieux sourit comme un démon. Il enchaîne avec un mouvement qui envoie la chaussure du harceleur, et sa conscience en orbite. Gangnam ne peut que le regarder, car son ami silencieux vient de devenir le nouveau super prédateur de l'école. Même le préfet le plus stoïque de l'école reste sans voix, réalisant que le gamin qu'il a laissé passer est une catastrophe ambulante. Mais un élève n'est pas choqué. Il est intrigué, comme s'il venait de trouver le spectacle le plus intéressant de la ville. Toute la cafétéria est figée, se posant la seule question qui est sur toutes les lèvres. Qui est ce type? Mais la personne qui se tient au-dessus des décombres n'est pas Seo-ho. C'est le monstre qu'il essaie d'enterrer. Et il adore le chaos. Et aussi vite qu'elle a commencé, la surtension de pouvoir se termine, le laissant avec un mal de tête aveuglant. Il s'effondre, parlant à une pièce vide, car le vrai combat ne fait que commencer dans sa propre tête. Ses nouveaux yeux sont un cadeau et une malédiction. Et en ce moment, il paie le prix pour avoir laissé le monstre sortir jouer. Le monstre termine sa journée, laissant notre héros avec un mal de tête carabiné et aucun souvenir du combat. Il regarde autour de lui complètement perdu, se demandant comment la scène a changé si vite. Et puis il voit les conséquences, se demandant pourquoi le harceleur de l'école fait la sieste par terre. Mais les renforts du harceleur sont arrivés, et ils ne sont pas là pour une conversation amicale. Il est officiellement encerclé, la nouvelle cible d'une bande qui vient de perdre son chef. Mais notre garçon est toujours en train de redémarrer, ignorant complètement qu'il est la raison de tout ce chaos. La foule se rapproche,
prête à lui donner une leçon qu'il ne se souviendra pas non plus. Mais alors, un nouveau challenger entre dans le ring, glissant pour arrêter le spectacle. Il leur dit de reculer, et son ton indique clairement que ce n'est pas une suggestion. Et les harceleurs se dégonflent immédiatement, car c'est Lee Jin-hyuk, la légende du MMA de l'école, et il vient de gâcher leur fête. Ce n'est pas juste un dur à cuire. Les rumeurs disent que c'est un vrai monstre qui a battu un pro. Mais le monstre de l'école n'est pas là pour se battre. Il aide le gamin qui s'est retrouvé pris dans la bagarre. Et il s'excuse même, un geste qui déconcerte tout le monde. Pendant ce temps, l'ancien roi de la cafétéria, Lee Gi-shan, soigne sa fierté et un visage contusionné. Puis la légende du MMA se tourne vers notre garçon, et son attitude amicale a disparu. Il est temps pour une conversation privée. Le harceleur bat en retraite tactique, marmonnant des menaces, laissant notre héros seul avec le nouveau caïd. Et toute la cafétéria retient son souffle, car deux super prédateurs sont sur le point d'avoir une conversation. Il pose une main sur son épaule, un geste moins amical qu'une convocation. Mais notre garçon est toujours en train de redémarrer, sa première préoccupation étant l'ami qui a pris un coup pour lui. Et puis ça le frappe, un éclair de compréhension soudain qui est sur le point de tout changer. Il ignore le meilleur combattant de l'école et attrape son ami, car ses priorités ont officiellement changé. Il traîne Gangnam à l'infirmerie, snobant complètement la légende du MMA qui vient de le sauver. Et d'un coup, le bureau de l'infirmière de l'école devient la nouvelle scène de ce drame de lycée. L'infirmière demande immédiatement s'ils se sont battus, mais la vraie question est de savoir qui va dire la vérité. Seo-ho commence à expliquer, mais il est sur le point d'apprendre que dans cette école, la vérité est un handicap. Et Gangnam le couvre immédiatement, endossant la responsabilité, car il sait ce qui arrive aux gamins qui se défendent. Mais la légende du MMA se moque simplement du professeur, prouvant qu'il n'est pas seulement le muscle de l'école, c'est aussi son plus gros casse-tête. Enfin seuls, les deux caïds de l'école marchent dans les couloirs, et le véritable interrogatoire est sur le point de commencer. Seo-ho demande pourquoi il est resté silencieux, ignorant complètement que le type à côté de lui sait déjà tout. Et puis la bombe tombe. Il connaît le passé de Seo-ho, car il a entendu les professeurs parler et il attendait de rencontrer le monstre des rumeurs. Pendant ce temps, dans le seul endroit où les secrets sont toujours révélés, un nouveau complot est sur le point de se dérouler. Le frère de Habyul a une urgence personnelle, cherchant refuge dans les toilettes des professeurs. Il trouve son sanctuaire, ignorant complètement qu'il vient de tomber sur un briefing de renseignement. Et pendant un instant glorieux, il pense avoir trouvé le seul endroit sûr et propre de toute l'école. Mais ensuite, il entend des voix et réalise que sa retraite privée est sur le point de devenir très publique. Il surprend les professeurs en train de jacasser sur un nouvel enfant à problème à son dernier avertissement, mais ils se sont trompés de nom. De retour dans le couloir, Seo-ho essaie toujours de digérer les 5 dernières minutes, insistant sur le fait qu'il n'a rien fait, mais Jin-hyuk est là pour lui donner le compte-rendu, lui rappelant qu'il ne s'est pas seulement battu, il a dominé, et la prise de conscience le frappe. Il a eu un trou noir, et le monstre est sorti jouer. Jin-hyuk le confirme, et d'un coup, Seo-ho sait que son passé est officiellement de retour pour le hanter. Mais Gangnam essaie d'être la voix de la raison, mettant toute sa confiance dans le type qui a arrêté le combat. Et puis il fait le lien. Leur sauveur est le frère de Habyul, un membre du conseil des élèves qui les sortira certainement d'affaire. Il appelle Jin-hyuk le gardien de la paix non officiel de l'école, ignorant complètement la guerre qui est sur le point de commencer. Gangnam essaie de détendre l'atmosphère avec un tour à la supérette, mais notre garçon est toujours en train de redémarrer mentalement après le trou noir. L'un d'eux est juste heureux d'avoir un ami, tandis que l'autre se demande si le monstre en lui a disparu pour de bon. Pendant ce temps, dans les escaliers, le caïd de l'école a une conversation très différente avec le type qui vient d'être détrôné. Le harceleur supplie pour des renforts, mais Jin-hyuk n'en veut rien savoir, lui disant qu'il a allumé le feu et méritait de se brûler. Mais le harceleur est consumé par la rage, hanté par le souvenir d'avoir été si complètement et totalement dominé. Jin-hyuk impose la loi, un incident de plus, et il n'aura pas seulement une retenue, il sera expulsé, et avec un lourd soupir, il révèle un passé commun, déçu que certaines personnes ne changent jamais. Jamais. Il s'éloigne, laissant l'ancien roi de l'école mariner dans sa propre humiliation. Mais derrière l'école, là où les mauvaises décisions sont prises, la bande du harceleur prépare déjà sa tournée de comeback, et Gi-shan est absolument furieux, car rien ne pique plus que de se faire sermonner par le Golden Boy de l'école. Ses amis sont prêts pour la guerre, proposant de donner une leçon que le nouveau n'oubliera pas. Mais l'avertissement de Jin-hyuk résonne dans son esprit, une dernière chance de s'éloigner avant que les choses ne tournent vraiment mal. Et d'un coup, il décide que la vengeance est bien plus satisfaisante que d'écouter la raison.
Mais leur plan de vengeance est interrompu par un visage souriant qui n'a rien à faire dans cette partie de l'école. Il entre directement dans leur cercle, et la bande essaie juste de comprendre qui a invité le conseil des élèves. Et puis il lâche une bombe, leur demandant de laisser l'élève transférer tranquille avec un sourire tout sauf amical. La bande du harceleur est déconcertée, car l'élève le plus parfait de l'école vient d'intervenir pour protéger son plus gros problème. Il joue le rôle du camarade de classe concerné, proposant de s'occuper du nouveau avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Le harceleur ne gobe pas l'acte amical une seconde, car il reconnaît un prédateur quand il en voit un. Et d'un coup, le masque tombe, révélant un sourire de pure menace et un avertissement qui n'est pas une requête. La bande de harceleurs se dégonfle immédiatement, riant nerveusement, car ils viennent de réaliser qu'ils sont complètement dépassés. Puis ils remuent le couteau dans la plaie, disant à l'ancien roi qu'il a eu exactement ce qu'il méritait. Et le harceleur ne peut pas dire un mot, car il vient de se faire démolir verbalement par le Golden Boy de l'école. Il s'éloigne avec un signe de la main désinvolte, laissant la bande la plus dure de l'école avec l'air d'avoir vu un fantôme. Mais un des laquais a un soudain sursaut de courage, exigeant de savoir pour qui il se prend. Il crie qu'ils ne sont pas ses larbins, lisant complètement mal le danger dans lequel il se trouve. Et l'ancien meneur panique, essayant de faire taire son ami avant qu'il ne les fasse tous effacer. Le laquais remet en question la loyauté du préfet, demandant s'il a oublié qui est vraiment en charge. Il l'accuse d'être un ami opportuniste, ne se montrant pour jouer les héros que lorsque ça l'arrange. Et puis il commet sa dernière erreur, se mettant face au préfet et défiant son autorité. La réponse du préfet est un coup de pied haut, qui sert de leçon brutale sur le nouvel ordre hiérarchique. Toute la bande est figée de choc, car le Golden Boy vient de mettre un des leurs à terre. Et il le regarde de haut avec un mépris pur, marmonnant que certaines personnes n'apprennent que par la manière forte. La scène revient à la salle de classe, mais l'ambiance paisible a officiellement disparu. Et le préfet est de retour à son bureau, bâillant comme s'il n'avait pas juste réarrangé l'après-midi de quelqu'un. Il se tourne vers notre héros, et le regard sur son visage dit que leur conversation est loin d'être terminée. Mais une nouvelle voix intervient, et un camarade de classe se plaint qu'il pue la cigarette, ajoutant un autre secret à la liste grandissante du préfet. Le préfet essaie de faire comme si de rien n'était, mais l'odeur de cigarette raconte une histoire qu'il essaie désespérément de cacher. Pendant ce temps, ses amis remarquent une tendance. Le Golden Boy de l'école n'est aussi intense que lorsque le nouveau est impliqué. Et du fond de la classe, Abio l'écoute, et les rouages dans sa tête tournent dangereusement vite. Elle essaie toujours de résoudre le mystère de son rival qui nourrit les chats, ignorant complètement que la réponse est assise à quelques bureaux de là, mais ensuite, Seoho lâche le nom du chat. Et son monde entier se réduit à une seule coïncidence impossible. Elle se défile immédiatement, prétendant qu'elle va à la salle de sport, mais en réalité, elle essaie juste de fuir la vérité. Alors notre garçon rentre seul à la maison, de retour à la vie tranquille qu'il pensait vouloir. Il atteint sa porte d'entrée, prêt pour une autre nuit d'ignorance bienheureuse, mais la porte grince en s'ouvrant pour révéler une scène qui lui dit que sa vie tranquille est officiellement annulée. Il entre dans un appartement sombre et silencieux, un rappel glaçant que même avec de nouveaux amis, il rentre toujours dans une chambre vide. Il appelle son grand-père, mais la seule réponse qu'il obtient est un silence lourd et troublant. Il allume l'interrupteur, et au lieu de sa famille, il trouve une minuscule tache noire qui vient d'inhaler la moitié d'une miche de pain. Les deux se fixent, et on peut pratiquement entendre le cerveau de notre garçon essayer de comprendre ce qu'il voit. Son visage dit tout, hallucine-t-il, ou un personnage de dessin animé vient-il de s'introduire dans son appartement? Et le petit intrus pose poliment le pain, comme s'il venait d'être pris la main dans le sac. Il déglutit nerveusement, réalisant que sa mission de vol de pain a été officiellement compromise. Il essaie de s'éclipser furtivement, mais son plan d'évasion est aussi fluide qu'une brique. Mais ensuite, notre garçon dit un nom. Et soudain, ce n'est plus une effraction aléatoire, c'est une réunion. Il demande si c'est vraiment lui, et la petite tache reste là, complètement grillée. Et avec un rire malicieux, la créature prend la fuite, laissant notre héros se demander si sa vie peut devenir encore plus bizarre. Elle lui lance un regard qui dit « Tu n'as rien vu ?» mais le sourire dit « Je le referai ?» Et d'un coup, la bravade a disparu, remplacée par un cas soudain de timidité maladive. Elle s'enfuit, laissant une traînée de miettes de pain et 1000 questions sans réponse. Mais pas avant un dernier coup d'œil nerveux, comme si elle ne savait pas si elle devait courir ou demander plus de pain. La porte claque, et notre héros est laissé seul avec sa miche à moitié mangée et beaucoup de confusion. Il ne se demande pas seulement d'où elle vient, il se demande où elle a été pendant tout ce temps. Mais la vraie question est, pourquoi son plus vieil ami s'enfuirait-il soudainement de lui? Il ne va pas la laisser s'en tirer si facilement, car c'est le premier morceau de son ancienne vie qu'il voit depuis des mois. Il ouvre la porte en grand, prêt pour des réponses,
ou au moins un autre aperçu de son compagnon caricatural, mais la pièce est complètement vide et le silence est plus déroutant que l'effraction elle-même. Il est certain que son petit ami a couru ici, mais la pièce est complètement vide. Il vérifie derrière la porte, se demandant s'il est finalement en train de perdre la tête. Mais son petit copain joue à cache-cache depuis le seul endroit où il ne penserait jamais à regarder. Et avec un allons-y silencieux, la créature lance son attaque surprise. Il lève les yeux une fraction de seconde avant que son visage ne devienne une piste d'atterrissage. Et d'un coup, il est face à face avec une tâche surnaturelle et collante. Le petit bonhomme veut juste savoir s'il lui a manqué, ignorant complètement l'invasion de son espace personnel. Il est si surpris qu'il recule, en voyant son ami perdu de longue date voler, et ses grandes retrouvailles se terminent par sa rencontre avec le cadre de la porte, tête la première. La tournée de retour de la petite tâche vient d'être officiellement déraillée par une commotion cérébrale mineure. Son ami perdu de longue date n'est pas là pour des retrouvailles. Il est là avec un message cryptique. Il essaie toujours de digérer l'effraction, mais son petit copain joue déjà selon un autre ensemble de règles. Il demande « Quel téléphone ?» ignorant complètement qu'il a un temps de retard sur le jeu de cette créature. Et juste à ce moment-là, sa poche commence à vibrer, prouvant que son petit ami est soit médium, soit un maître farceur. Il sort son téléphone pour voir un appel de son grand-père. Un appel que la créature avait prédit d'une manière ou d'une autre. Mais la voix à l'autre bout du fil ne l'appelle pas COO. Elle l'appelle Gangnam. Et d'un coup, son ancienne vie revient en force. Pendant que toute son identité est remise en question, son petit acolyte se concentre juste sur la finition des preuves. Et puis vient la vraie bombe. Son grand-père est parti pour un avenir prévisible, le laissant complètement seul. Il se retrouve avec une carte de crédit, un appartement vide et une tâche comateuse de nourriture comme colocataire. Son grand-père part s'occuper d'affaires urgentes, laissant notre garçon se demander s'il fuit quelque chose ou s'il court vers quelque chose. Il ment comme un arracheur de dents, disant à son grand-père que l'école est géniale, ignorant complètement la tâche surnaturelle qui lui grimpe dessus. Il raccroche, mais la affaire urgente vague sonne moins comme du business que comme un avertissement. L'appel se termine, et d'un coup, sa seule connexion à son ancienne vie est officiellement coupée. Son petit acolyte sent immédiatement le changement d'humeur et décide qu'il est temps de se distraire. Et sa solution à une crise existentielle est, bien sûr, une promenade nocturne. Alors ils sortent dans la nuit, car un parc tranquille est l'endroit parfait pour déballer sa vie qui s'effondre. Il demande enfin où son ami a été, et la tâche donne la réponse la plus désinvolte pour une créature qui a littéralement disparu de la surface de la Terre. Et puis elle lâche une bombe. Elle était épuisée de l'avoir guéri, révélant que c'est la raison pour laquelle ses yeux fonctionnent soudainement. Elle ponctue cette révélation qui change la vie en démolissant absolument un pogo. Mais elle le coupe, car elle sait que la vraie question n'est pas sur ses yeux, c'est sur le monstre en lui. La tâche le pique nonchalamment, lui demandant s'il apprécie les nouvelles améliorations qu'elle a installées, et ça le frappe. Cette petite créature n'est pas seulement un ami, c'est la raison pour laquelle il peut revoir. La réponse de la tâche est un « oui » fier, s'attribuant tout le mérite du miracle surnaturel. Mais ensuite, elle lance un avertissement qui ressemble plus à une menace. Sa nouvelle vue n'est que le début. Notre garçon est officiellement terrifié, car plus est la dernière chose qu'il veut de cette nouvelle vie chaotique. Et la créature explique que plus signifie les trous noirs, les moments où le monstre en lui prend le dessus. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car la perte de mémoire est temporaire, mais cela ne fait que soulever 1000 autres questions. Il est laissé seul dans le noir, réalisant que ses nouveaux pouvoirs viennent avec un accord d'utilisation terrifiant qu'il n'a jamais signé. La créature essaie brusquement de se défiler et notre héros panique, terrifié d'être abandonné avec cette malédiction. Elle promet de ne pas disparaître. Mais ce n'est pas très réconfortant quand votre seul guide pour vos nouveaux pouvoirs est une tâche cryptique et somnolente. Et puis la créature lâche la phrase la plus terrifiante de la langue française. « Je suis toujours à l'intérieur de ton corps ». Le cerveau de notre garçon fait juste un écran bleu, car ce n'est pas une situation de colocation à laquelle on peut simplement s'habituer. La tâche le confirme avec l'énergie décontractée d'un guide touristique, réécrivant complètement les règles de l'existence de notre héros. Il fait le lien, réalisant que son ami imaginaire était beaucoup plus littéral qu'il ne le pensait. Il exige de savoir ce que c'est, mais tout ce qu'il obtient est un sourire qui dit « Tu n'es pas prêt pour cette conversation ». Elle promet des réponses bientôt. Un mot qui n'est jamais un bon signe quand il vient d'une tâche cryptique mangeuse d'âme. Et avec un au revoir joyeux, elle commence à se désintégrer, car lâcher des bombes qui changent la vie puis se défiler est sa marque de fabrique. Elle disparaît complètement, le laissant seul avec une malédiction, un nouveau pouvoir et zéro instruction.